4380 jours. C'est la durée de vie moyenne d'un chien. 12 ans. Nous aurons peut-être l'immense joie de profiter de certains d'entre eux pendant de nombreuses années supplémentaires, et la tristesse abyssale d'en perdre d'autres bien trop tôt à notre goût. Alors puisque leur route à nos côtés sera forcément éphémère, ne perdons pas de temps avec des théories vaseuses et des idées reçues d'un autre âge sur ce qu'est réellement un chien. Je m'appelle Céline Errand. Je suis éducatrice et comportementaliste canin à mon compte depuis le 1er avril 2019. Par le biais de mon entreprise Aura, accompagnement du chien de famille, j'ai pour vocation à aider les particuliers à développer leur relation avec leurs chiens, à mieux les comprendre et à leur permettre d'avoir une place pleine et entière au sein du foyer. Dans ce podcast, j'aimerais rendre honneur à celle que j'étais à 17 ans, celle qui avait soif d'apprendre mais qui n'a eu à sa disposition que des conseils défaillants. Je vous propose donc ici des ressources gratuites, développées et nuancées, exprimées avec beaucoup de tendresse et une pointe d'humour, pour permettre à toute personne intéressée de mettre un pied dans l'éducation canine sans y laisser des plumes. Et puisque la carte ne fait pas le territoire, j'inviterai à mon micro des professionnels de tous horizons pour une vision pluridisciplinaire et en 3 dimensions de nos partenaires canins. Parce que 4380 jours seront toujours trop courts, utilisons-les à bon escient pour devenir les meilleurs amis de ceux qui le sont déjà pour nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4380 jours. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui est un épisode historique puisque pour la toute première fois, je ne suis pas toute seule derrière mon micro. En effet, pour ce tout premier épisode avec une personne invitée, je suis super heureuse d'avoir à mes côtés Aurélie Maillard de Possum. Bonjour Aurélie, bienvenue et comment ça va ? Bonjour Céline et merci beaucoup pour cette invitation d'être déjà la première. Euh, c'est très touchant pour moi d'être la première invitée et je vais très bien et j'espère que toi aussi. Ça va très bien, je te remercie. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser platement auprès des auditeurs et des auditrices de ce podcast aujourd'hui puisqu'on est en hiver et qui dit hiver dit rhume. Et du coup, j'ai une petite voix de Daffy Duck aujourd'hui, donc pardon. Mais c'est pas grave, c'est l'excuse pour moi du coup pour ne pas parler. Et pour te laisser la parole pendant tout le podcast, ça m'arrange très très bien. Comme ça, je ne vais pas massacrer les oreilles des personnes qui nous écoutent, donc c'est pas plus mal. Je me permets quand même de te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Donc Aurélie, tu es éducatrice et comportementaliste canin à ton compte depuis 2023. Et tu as une spécialité fascinante et très particulière puisque tu es spécialisée dans l'accompagnement des chiens sensibles au bruit. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus, te présenter si tu le souhaites, et nous parler de cette spécialité et pourquoi tu t'es lancée dedans ? Oui, je vais juste essayer de pas être super méga longue en tout cas. Alors en effet, j'ai commencé en 2023. C'était super important pour moi de faire des formations en amont, d'être vraiment un peu plus armée finalement pour être face à certains cas clients qui peuvent être très vite challengeants et c'est comme ça que je me suis aperçue en faisant du suivi chiot que c'est parfois bien plus compliqué qu'on ne le pense. Donc c'était vraiment important pour moi et c'est lors de mon dernier mentorat avec Géraldine Méric, j'ai pris conscience finalement que cette thématique, elle était dans mon quotidien avec mon chien Erus qui a été parmi nous jusqu'au 19 juin 2024, qui a partagé du coup pas mal d'années avec moi. Il a été adopté en octobre 2016 et c'est lui qui m'a plongée littéralement dans ça, pas de la façon la plus confortable possible. Ça reste très difficile d'avoir un chien sensible au bruit, surtout à presque tous les bruits, un panel de bruits fort et soudain, mais aussi domestique et qui malheureusement ne s'en sortait pas et ce que je proposais n'allait pas non plus. Donc tout a commencé avec lui et depuis j'ai juste un plaisir fou à suivre tous ces cas si différents les uns des autres, même si la thématique est absolument la même. C'est génial parce que, alors j'ai essayé de pas te couper, mais j'ai acquiescé très très fort quand tu as dit que même avec les chiots, c'est pas toujours si simple, ça dépend beaucoup. Mais j'ai essayé de me retenir d'acquiescer verbalement. Et venant de la part d'une personne qui a tendance à faire des posts extrêmement longs et qui se retient à faire des épisodes de podcast qui duraient 3h30, je peux te rassurer sur le fait que ça n'a pas été trop long. Tu as été extrêmement concise et très précise. Donc merci pour ça, c'était vraiment parfait. Alors, par rapport à cette sensibilité au bruit, déjà, je me dis que ça pourrait être intéressant qu'on vienne ensemble déconstruire un petit peu ce que c'est, comment tu le définirais déjà, comment potentiellement tu le distinguerais d'autres problématiques ou comportements qui pourraient poser problème dans certains foyers potentiellement, et puis après, comment on accompagne cette sensibilité au bruit, si ça te va ? Oui, totalement. Alors le terme sensibilité au bruit, finalement, il a été défini par la science. Du coup, ça englobe les réponses qui sont liées à la peur, donc la peur, l'anxiété, la phobie. On a différents types. On peut rentrer dans les détails si tu le souhaites par la suite. Moi, ça me dérange pas du tout. Et dans un premier temps, c'est vrai que... Alors,
suivant la problématique, suivant l'individu, suivant l'environnement. Dans un premier temps, on passe très souvent par un apaisement global avant de continuer le travail, si c'est nécessaire. Et c'est pareil, on pourra rentrer plus en détail par la suite sur ça. Sinon, là, je vais juste lâcher un gros pavé qui va durer 1 heure et ça va être très inconfortable pour tout le monde. Mais dans un premier temps, c'est vraiment des bases solides qu'on va venir amener pour peut-être, et j'insiste sur ce peut-être, avoir besoin de travailler sur des choses plus spécifiques par la suite ou pas. C'est super intéressant ce que tu partages là. Et oui, alors 1000 fois oui. Alors effectivement, on ne me voit pas dans le podcast, mais pour le coup, tu me vois, toi Aurélie, acquiescer très très fort. Oui, bien sûr, avec un immense plaisir pour aller creuser tous les aspects de cette thématique qui te parle. Au contraire, moi, ça me fascine énormément, comme tu le sais. Et ce que tu viens de partager là, ça me fait très écho et je me permets de justement de partager ce que j'ai vécu avec Rune dernièrement parce que j'aime beaucoup quand tu parles du fait de alors, accompagner ou pas, et jusqu'où, à quel point on s'arrête, est-ce qu'on a vraiment besoin forcément de travailler pendant des mois sur une problématique ou pas? Alors, je vais essayer de la faire très courte parce que moi aussi, la concision, c'est pas forcément ma spécialité. Rune a des soucis digestifs. Alors, elle a des problèmes d'allergie déjà d'une part, mais en plus, maintenant, des soucis digestifs, puisqu'à la suite de ce régime d'exclusion qui lui convient pas, elle a la mal dans son bidou, on va faire très simple. Et donc, ma petite chienne qui, à la base, n'avait pas particulièrement de sensibilité ou de réactivité au bruit, et d'ailleurs ça m'intéressera après potentiellement que tu fasses la distinction entre les deux, parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, et aussi de venir déconstruire ce qu'est la peur, la phobie, tous ces termes que tu as définis. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour les gens aussi. Mais toujours est-il que du coup ma petite chienne a déclenché en tout cas une forme de réactivité au bruit. Alors au départ à des bruits de base du quotidien comme beaucoup de chiens, c'est-à-dire quand quelqu'un toque à la maison ou quand le facteur vient déposer un colis, là forcément elle est toute fâchée, et puis c'est un petit chien de garde extrêmement féroce. Ma chienne est une golden, donc elle est pas du tout crédible, mais bon c'est pas grave. Et depuis quelques semaines, ma chienne a commencé à déclencher une forme de réactivité au bruit plus généralisée, donc à déclencher sur les bruits des autres voitures qui passaient devant la maison alors qu'avant c'était pas le cas, à déclencher sur des bruits annexes comme poser un verre sur la table, et aussi à déclencher sur des bruits la nuit. Il y a eu quelques nuits où je me suis retrouvée à m'encastrer dans le plafond à 4 heures du matin avec ma chienne qui s'est mise à aboyer d'un coup. On avait un silence absolu, puis d'un coup ma chienne qui se met à aboyer comme une furieuse pendant 10 secondes d'affilée. Alors, si ça vous semble court, comptez 10 secondes à 4 heures du matin, je vous assure que c'est extrêmement long. Surtout quand on vient de se réveiller, qu'on a la tête dans le pâté et qu'on sait pas ce qui se passe et qu'on a l'impression qu'il y a 4 cambrioleurs dans la maison, alors que non, il y a juste potentiellement une feuille qui a volé dehors. Et donc ouais, ça a été compliqué pour ma chienne, et on a travaillé du coup ensemble, et je te remercie encore une fois pour ton accompagnement. On a travaillé ensemble pour accompagner Rune vis-à-vis de cette sensibilité-là, parce que je me retrouvais à ne pas dormir la nuit et ma chienne non plus, donc c'était compliqué pour nous deux. Et on a fait une seule séance ensemble jusqu'à présent, et ce que tu m'as conseillé a déjà beaucoup aidé la problématique. Donc effectivement, on n'a pas toujours besoin de 1 an et demi de travail à raison d'1 fois par semaine. Des fois, juste remettre des choses, un peu d'équilibre dans le quotidien, et remettre en place des petites choses pour remettre un peu d'apaisement et permettre au chien de redescendre en pression, mais je suis sûre que ça tu vas en parler, et ben ça peut déjà faire beaucoup de choses, donc juste Aurélie a acquiescé très très fort comme moi, donc ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc voilà, je voulais partager ce témoignage parce que ça me parle beaucoup. Mais déjà, merci à toi pour ta confiance, pour Rune. J'étais très touchée que tu m'en parles et que tu aies demandé mon accompagnement. Vraiment, je voulais revenir dessus et profiter aussi de cet épisode pour te remercier. Et puis, j'ai envie de partir dans tous les sens et je sais pas par quel, par quel sens commencer suite à... Ça va être très dur pour les gens qui nous à écoutent. On s'est appelé plusieurs fois pour les personnes qui nous écoutent. On s'est appelé plusieurs fois avec Aurélie. Quand on s'appelle, on prévoit de s'appeler 1 heure. Finalement, ça dure 3 heures et demie. Nos téléphones raccrochent en nous disant mais maintenant les filles, il faut fermer vos gueules. En fait, il faut arrêter de parler. Donc, on a tendance à digresser beaucoup et à raconter beaucoup de bêtises aussi. Donc, je pense que vous allez passer un très bon moment, mais on va partir dans tous les sens. Voilà, vous êtes prévenus. C'est pas du tout prévu d'avoir un cheminement linéaire, c'est pas le projet, d'accord? Juste, désolé. Désolé, ça ne marchera pas comme ça. Alors, on va essayer, si tu veux, effectivement, d'aller dans un premier sens. Déjà, on peut essayer de définir tout ça, si tu veux. Différence entre sensibilité et réactivité. Qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que la phobie? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que l'anxiété? Étant moi-même une personne anxieuse, je vois bien la différence entre les trois, mais pour les personnes qui ne connaîtraient pas ça, je trouve que c'est intéressant. Donc si ça te tente, on peut déjà commencer par les définitions un peu rébarbatives, et comme ça, on se débarrasse de ça tout de suite. C'est fini. C'est parti avec ça et ensuite c'est fini. Ça marche pour moi. Alors la peur, c'est l'appréhension d'un stimulus. Ça peut être un objet, ça peut être un événement. C'est finalement assez varié. Je peux prendre l'exemple d'Irus, par exemple. Lui, il avait peur d'absolument tout, même une odeur. C'était vraiment une réaction de peur chez lui. Donc ça peut être vraiment beaucoup de choses. Néanmoins, la peur, elle est essentielle à la survie. Vraiment ça, j'insiste. Ça nous protège du danger. La peur, par contre, en tout cas notre réaction,
elle est censée être proportionnelle au risque du préjudice. Chez Irus, c'était absolument pas proportionnel, on était sur des réactions qui étaient démesurées. Ensuite, on a l'anxiété. Là, c'est l'anticipation d'appréhender une menace, alors que cette menace, elle n'est pas apparente. Là, on est vraiment sur un élargissement finalement de l'attention du chien. Par exemple, Irus avait senti une odeur à un endroit. Il appréhendait déjà qu'on sorte d'être à cet endroit, de sentir cette odeur. En général, c'était des humains qui étaient passés quelques minutes avant et c'était trop difficile pour lui. La différence avec la peur, finalement, c'est l'anticipation. Donc, on est vraiment dans cette anticipation d'une potentielle menace qui n'est même pas là. La phobie, c'est une peur disproportionnée par rapport à l'intensité du stimulus. Donc là, on peut vraiment plus parler des problématiques qu'avait Irus. Je préfère dire d'ailleurs le mot thématique si ça vous va, parce que pour moi, Irus, c'était pas un problème, en tout cas pas un chien à réparer, en tout cas je ne le voyais pas comme ça. Et c'est une peur qui persiste après que la menace ait disparu. La peur, du coup, elle nous protège, parce qu'elle vraiment, elle va nous permettre de fuir un danger, alors que la phobie, elle nous handicape. On est vraiment dans une réponse, voilà, Irus pour cette odeur, il pouvait sortir du harnais, traverser une route passante, il voulait juste rentrer à la maison, être à l'intérieur, être dans un espace sécuritaire. Le lien entre phobie et anxiété, c'est l'anticipation d'une menace. Si tu es d'accord, parce que c'est pas forcément quelque chose que je vais détailler ici, mais j'aime toujours beaucoup en parler, en tout cas quand on me lance un petit peu sur ce sujet. Chez l'humain, on a des recherches qui sont plus avancées, et on va parler de sensibilité au traitement de l'information sensorielle. Chez certains individus, du coup, les odeurs, les lumières, les bruits, qui vraiment, ça peut être totalement anodin pour certaines personnes, mais pour d'autres, mais ça va être vraiment des réactions qui vont être longues, intenses, récurrentes aussi. C'est des individus qui vont être rapidement surchargés. On va le détailler ensuite, mais je vais parler de réactivité, sensibilité après, mais ces temps de décompression, d'apaisement global, ils sont vraiment indispensables. Et puis, réactivité, sensibilité, j'ai vu un webinaire à ce sujet, c'était, il me semble pas que c'était la docteure Cathy Murphy, mais si peut-être, j'ai un petit doute, si jamais je te donnerai des petites références si tu veux les mettre ensuite, ça peut faire plaisir à tout le monde si des gens ont envie de creuser. Elle se questionnait, il me semble que c'était elle à la fin du webinaire, est-ce que c'est possible de les dissocier? Et à ce jour, je n'ai pas trouvé de réponse réelle dessus. Je ne pourrais pas y répondre. On a certains chiens qui vont être réactifs à un bruit, mais ça va être vraiment des émotions très fortes. Ils sont très contents, ils arrivent à se réguler, tout va mieux après. C'est plutôt cool. Mais on en a d'autres tout de même qui vont avoir ces réactions assez fortes. Et on peut se demander, mais est-ce que c'est pas corrélé avec une sensibilité finalement individuelle propre à cet individu? J'ai pas de réponse encore à ça. C'est super intéressant, merci beaucoup pour tout ça, c'est vraiment passionnant. Et je ne sais pas si c'était en ce sens que tu me le demandais, mais en tout cas je suis plus que partante à ce qu'on fasse des parallèles avec les humains. Et j'espère que pour les personnes qui nous écoutez, vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas moi, pour les personnes qui me suivent, vous le savez, j'en fais beaucoup et je trouve ça extrêmement pertinent à bien des égards. Et justement, j'avais une petite anecdote à vous partager et je fais un petit coucou et un petit bisou à une de mes tatas qui est phobique des araignées. Vraiment, c'est terrible pour elle, à tel point que mon vilain papa, un jour, lui a offert un paquet de bonbons avec une petite araignée en guimauve sur le dessus. Vous savez, les araignées en bonbons, là, en bonbons gélifiés. Et elle a fait un bond et a balancé. Alors, c'est pas drôle, pardon tata, je t'aime. Mais elle a fait un bond et a eu très peur, alors que c'était juste une petite araignée en guimauve. Donc, ça peut aller très loin, la phobie. Et on pourrait avoir tendance, et c'est pour ça que je me permets de faire ce parallèle, on pourrait avoir tendance, d'ailleurs, comme je viens de le faire là, à trouver ça un petit peu drôle, avec beaucoup d'amour dedans, mais à dire, oh bah quand même, c'est juste une petite araignée en bonbon, ça va aller. Bah non, c'est la peur, elle est là, elle est présente, elle est intense, elle fait vraiment très peur, et cette peur, elle est subie, elle est pas construite, c'est-à-dire que la personne, elle fait pas semblant d'avoir peur, elle fait pas mine d'avoir peur, elle l'a subie, cette peur l'inonde. Et c'est pareil pour votre chien, je me permets de le dire, donc attention à ça, si votre chien a peur de quelque chose, peu importe le quelque chose en question, même si le quelque chose c'est juste un reflet sur un verre ou un bruit de feuille dehors, ça lui fait peur, il a le droit d'avoir peur, c'est légitime, et ça ne mérite pas d'être remis en question, ça mérite au contraire d'être accompagné. Voilà, c'était la petite parenthèse s'il en est. Et c'est une parenthèse, mais tellement importante, et c'est très difficile quand on est dans un monde humain, qu'on est dans une maison où tous les bruits intérieurs nous font peur, tous les bruits extérieurs nous font peur, qu'on n'arrive pas à se sécuriser, qu'on n'arrive pas à décompresser, que parfois on a d'autres problématiques associées, et on pourra d'ailleurs en discuter après parce qu'elles peuvent être des causes, mais des conséquences également. C'est juste horrible. C'est juste horrible d'avoir peur de tout ce qui nous entoure. Irus, sa sensibilité au bruit, allait vraiment accroître une réactivité aux humains. Je pouvais pas dire que cette réactivité n'était pas là. Elle était là, elle était issue de peut-être prédispositions génétiques de par ses premières années de vie qui sont un petit peu obscures pour moi. Néanmoins, on sait qu'il a eu des sévices très importants. Elle était présente, mais cette sensibilité au bruit venait vraiment faire tout exploser. On passait d'un chien
qui, quand je ne traitais pas cette sensibilité au bruit, en tout cas que je ne l'accompagnais pas, pouvait réagir à 115-150 mètres à un humain et quand il a été accompagné sur cette thématique et pas forcément sur de très, très, très longs mois, et puis vraiment à dose un petit peu thérapeutique chaque jour et parfois des jours pas du tout d'ailleurs, je tiens à le préciser. Je pense que si jamais j'ai des clientes qui nous écoutent, elles pourront dire à quel point on ne travaille pas. Mais on était à 13 mètres. On était avec un humain sur le trottoir d'en face et je parle d'un chien qui pouvait hurler, sortir du harnais, partir en courant, qui m'a fait des frayeurs plus d'une fois. Je me suis dit: «Mais je vais juste le retrouver mort parce qu'il part en direction d'une route qui est à l'opposé, à plus d'un kilomètre, mais il y va, il trace tellement». Juste cette personne à plus de 100 mètres a été horrible pour lui et comme on ne peut pas gérer l'environnement à 100, c'est hyper, hyper, hyper difficile. Donc c'est vraiment des chiens qui sont en souffrance au quotidien et qui ont besoin d'être accompagnés avec le plus de douceur possible. Encore une fois, c'est hyper intéressant. Je me permets de rebondir sur 2 choses parce que, encore une fois, on s'est appelés souvent, toi et moi, et en fait, je pense qu'on va juste avoir une discussion comme d'habitude, mais juste au micro, ça change rien. Mais il y avait 2 aspects sur lesquels je voulais rebondir et sur lesquels dont on avait déjà parlé ensemble, c'est le fait que, oui, nos chiens vivent dans un monde d'humains, et ça c'est pareil, je me permets d'insister sur ça aussi, parce que on a un peu tendance à oublier parfois. Et sur le fait, mais ça on en a aussi déjà parlé, mais je trouve ça très intéressant, sur le fait que parfois ne pas travailler, c'est déjà travailler en fait. Et que accompagner la sensibilité au bruit, mais justement, ça me fera glisser sur ma prochaine question. Haha, tout est prévu en fait. Tout est prévu. Mais du coup, effectivement, le fait de ne pas travailler, c'est déjà travailler, et que on pourrait se dire que dans l'accompagnement de la sensibilité au bruit, on va forcément faire du clic-bonbon bruit égale clic-bonbon. Non, comment dire ça autrement? Donc, je vais te laisser justement rebondir sur ça, sur comment on accompagne dans les grandes lignes, ou pas dans les grandes lignes d'ailleurs, dans les petites lignes aussi, petit clin d'œil à ma page, la sensibilité au bruit, si ça te va d'aborder cette question-là. Totalement. Je suis partante pour en parler dans les très grandes lignes. Si tout le monde a envie d'écouter, en tout cas, c'est toutes ces petites choses qui peuvent être mises en place parce que c'est vraiment un socle finalement qu'on amène en amont. Dans un premier temps, la toute première base finalement, et peut-être que ça ne plaira pas à entendre, mais c'est de ne pas confronter le chien au bruit qui lui fait peur. Si le chien a peur des coups de fusil, par exemple, en extérieur, ça a été une des phobies d'Irus. Et du coup, tous les bruits qui pouvaient s'apparenter à ça. Il avait vraiment généralisé au claquement des portières, tous les bruits sourds et soudains de l'extérieur, c'était des coups de fusil pour lui, c'était genre horrible, on va pas dehors, et ben c'est ok, on ne va pas dehors. Par exemple, chez Irus, ça a été vraiment de lui amener la sécurisation la plus optimale possible à l'intérieur de la maison. Donc de parfois des petites choses qui peuvent sembler toutes bêtes et qui finalement sont absolument pas anodines dans notre suivi, en tout cas avec les clientes que j'ai à l'heure actuelle. Et ça a été par exemple de fermer les volets, ça a vraiment permis de moins entendre les bruits. Ça a été de tester certaines bandes son en fonction de la problématique, tout en prenant énormément de précautions, et on en discutera plus tard quand on viendra en parler, de vraiment lui créer cette zone la plus sécuritaire possible. Ça a été sa chambre, qui était ma chambre à l'origine, je tiens à le préciser. Il a décrété que c'était la sienne et sans ma présence dans un premier temps. Lui, c'était cet endroit-là. Et ça a passé par tout ce travail en amont à amener, parce que ne serait-ce que fermer les volets sur un chien qui a peur des bruits extérieurs peut déjà dire, mais oh mon Dieu, mais dans cette pièce, on va ouvrir la fenêtre, on va fermer les volets, c'est horrible, j'entends des bruits d'extérieur, c'est trop difficile. Les premières bases, ça a été de les amener comme ça et de réfléchir aux bénéfices-risques à chaque fois, de faire une évaluation des risques, comment je m'y prends, est-ce que c'est une bonne chose de le tenter maintenant? Vraiment énormément de questions sur de toutes petites choses qui peuvent sembler anodines. Et la suivante, que peut-être j'aurais fait en amont sur un chien, pas en anxiété généralisée, pas avec une réactivité aux humains aussi accrue que pouvait avoir Irus, c'était vraiment d'optimiser le bien-être physique. Parce qu'Irus avait des maladies chroniques qui ont été difficiles à diagnostiquer de par son passif, de par les comportements qu'il avait à ce moment-là. J'aurais peut-être pris différemment le problème sur un autre chien. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive dans les suivis. La majorité du temps, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est une grande majorité à ce jour pour moi. C'était pas le cas il y a 6 mois, par exemple, mais vraiment là, pour le mois de janvier, c'est vraiment un accompagnement de la santé physique et mentale de l'individu, parce qu'on a tout de même la santé mentale de l'individu. Très souvent, quand au premier rendez-vous, j'ai des doutes, que les gardiens et les gardiennes sont... D'ailleurs, je vais même dire les gardiennes si ça vous va, parce qu'à ce jour, je n'ai que des femmes en suivi pour leurs chiens et leurs chiennes. Si elles sont OK, on va déjà voir pour investiguer cette piste santé qui est très souvent corrélée avec la sensibilité au bruit. On a tout de même beaucoup de données scientifiques à ce sujet et c'est hyper important d'éliminer cette éventualité ou au contraire de la confirmer pour une meilleure prise en charge, et également cet aspect vétérinaire comportementaliste pour voir ce qu'on peut faire pour casser ce cercle vicieux quand on a un stress chronique, quand on a une anxiété généralisée. C'est hyper important. Pour moi, ça a vraiment été les bases pour Irus.
Merci beaucoup pour ces précisions. Je rebondis sur un aspect que tu as mis en avant et je rebondis en particulier pour les tontons René qui nous écoutent et qui pourraient être un peu les gardiens de la mauvaise foi en disant « Ouais, mais attends, elle a dit que du coup, on va pas dehors, mais comment elle fait pour sortir son chien? En fait, elle le sort pas ?» Eh ben oui, effectivement, pour certains chiens, alors je ne sais pas pour Irus, tu pourras en parler, mais pour certains chiens avec des stades de phobie qui sont carabinés, je vais le dire ça comme ça de façon très vulgarisée, oui, pour certains chiens, on peut envisager de mettre une litière parce que pour ce chien, ne serait-ce qu'aller faire pipi dehors, c'est déjà extrêmement dur. Alors, vous pourriez très bien vous dire que « Ah non, mais attends, c'est un peu abusé ». Ouais, mais alors, je reprends l'image de ma tata, cœur sur toi encore ma petite tata. Là, imaginez que quand vous allez aux toilettes, vous avez 10 migales dans les WC. Et mettez-vous à la place de votre chien. Voilà. Ceci étant dit, tu pourras partager si tu as envie comment ça se passait pour Irus, s'il pouvait sortir pour ses besoins ou pas. Mais en tout cas, oui, quand tu as dit tout à l'heure, on ne le sort pas, ça peut être parfois, pour commencer, ça au sens littéral du terme. Voilà, je voulais le préciser. Mais totalement, et c'est même parfois la première étape du travail, c'est de ne pas exposer, de ne pas sortir. Je ne compte pas le nombre de bordeurs et de bergers australiens que j'ai en suivi, qui parfois ne sont pas sortis pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et pour lesquels mettre en place la litière est indispensable. Pour Irus, on a eu recours à une litière pas mal de temps. En mois, je ne saurais plus, mais ça se compte en mois. Il y a eu des moments où il n'était plus en capacité de sortir pendant 2 mois. Et surtout, je tiens vraiment à insister dessus, j'ai aggravé la situation de mon chien en faisant de la désensibilisation et contre-conditionnement. Donc je pensais vraiment être en désensibilisation, donc faire entendre un bruit pas forcément difficile pour mon chien, mais qui s'en rapproche. Je le faisais entendre dans mon salon, il était dans sa chambre, donc on a quand même plusieurs mètres qui nous séparent, très faible. Pour autant, rien que ça provoquer une réaction difficile chez Irus. Et j'insiste sur le fait que l'absence de réaction n'est pas une absence d'émotion. On peut très bien ne pas avoir une réaction, être émotionnellement pas bien. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit par la suite avec Irus quand j'étais accompagnée pour travailler en contre-conditionnement. On a vraiment aggravé la situation d'Irus. C'était absolument pas recherché par la professionnelle ou par moi. C'est juste ce qui est arrivé. Et c'était pas immédiat. Irus allait très bien pendant les séances. Son langage corporel était super joli. Il voulait participer. Il voulait faire des trucs. Ça se répercutait. Je dirais 2-3 heures après la séance. Il était beaucoup moins tolérant. Il était beaucoup plus sensible à son environnement, au bruit extérieur. Il pouvait déclencher très fort alors que c'était des choses qui n'arrivaient plus. C'était vraiment une accumulation finalement qui se faisait en plus de ces pathologies. On en reparlera après sur cet aspect-là. Mais voilà comment ça se manifestait chez lui. Donc j'ai vraiment aggravé ces problématiques. Peut-être en tout cas cette problématique-là. Là on était vraiment sur une grosse problématique de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire ses besoins. C'est quand même un besoin primaire. Donc de devoir répondre à ça en intérieur, de lui apprendre ça aussi en intérieur sur un chien qui a déjà des difficultés à l'intérieur d'apprentissage, vu qu'il n'est pas en capacité d'apprendre. C'était vraiment tout un très très long processus. Et c'est ok de commencer à travailler comme ça, de commencer à apaiser, pour ensuite qu'il puisse nous proposer de sortir en extérieur parce qu'il sera beaucoup plus sûr de lui. Il aura beaucoup plus de sécurité finalement envers son environnement, envers nous aussi. Parce que j'ai cassé la relation avec mon chien en le forçant à sortir pour aller faire ses besoins dehors. C'est une certitude. Je pensais qu'il y allait pas y avoir de bruit, et puis malgré tout, j'ai de la chasse en semaine. Peu importe l'heure de la journée, parfois à 19h, on entend un coup de fusil. Donc j'avais aucune prédictibilité à lui apporter. Ça pouvait juste arriver au moment où il faisait ses besoins, c'était oh mon dieu, mais faire mes besoins dehors c'est horrible, je veux plus jamais y aller. Puis c'était un chien très tout ou rien. Il se passe quelque chose d'horrible, je veux plus jamais, et pour autant il se passe quelque chose de très bien. Il restait profondément optimiste parce que l'optimisme est très important aussi. Et c'est quelque chose qu'on peut tout de même améliorer quand on a un chien pessimiste. J'en ai d'ailleurs plusieurs en suivi et on les voit de plus en plus optimistes. Mais il avait cette chance du coup d'être profondément malgré tout optimiste et de se dire « Oh mais ça c'était génial, mais j'adore !» Donc c'était... ça nous a aidés, malgré les erreurs, et j'ai vraiment commis beaucoup d'erreurs avec lui. Ça nous a vraiment aidés sur la suite. Non, c'est vraiment super intéressant, c'est génial, et j'adore parce que t'as l'impression de digresser, mais en réalité pas du tout, et en plus, à chaque fois que tu as l'impression de digresser, moi je digresse 4 fois plus, donc là justement je vais rebondir sur un autre truc, parce que pour les personnes qui écoutent ce podcast, mais qui ont aussi lu dernièrement les posts que j'ai fait dernièrement un post qui s'intitulait, ce me semble, avant de se demander si on les dépense trop, demandons-nous si on les dépense assez. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux Australiens et aux Border Collie que tu accompagnes, et où tu dis que parfois, pendant plusieurs semaines, voire pendant un mois, les chiens ne sortent pas, et on pourrait me sortir la pancarte de « Céline, t'es d'accord avec ça ?» Parce que toi, tu dis justement que les chiens, ils sont pas assez dépensés, et là, t'es en train de dire que des bergers australiens et des Border Collie, ils sont un mois dans leur baraque, et c'est ok ?
c'est ok pour une simple et bonne raison, c'est que ça dépend. Et que là, on est face à des chiens qui ont des problématiques compliquées à gérer pour eux. J'insiste, j'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure, qui ont des problématiques et ne sont pas des problématiques, ce qui est quand même pas du tout pareil. Donc, ils ont des choses à gérer émotionnellement, que leur santé mentale est impactée. J'ai adoré aussi que tu parles de ça, parce que quand je parle d'intégrité physique, émotionnelle et mentale, ça me tient à cœur. Et souvent, on parle seulement de l'intégrité physique et émotionnelle. C'est pertinent, mais pour moi, c'est pas suffisant. Et du coup, merci d'avoir parlé de l'intégrité mentale et la santé mentale du chien, ça m'a beaucoup plu. Et donc, effectivement, pour ces chiens-là qui sont potentiellement, parce qu'encore une fois, le chien n'est pas sa race, donc on va pas simplifier à ce point-là, mais qui sont potentiellement des chiens dynamiques, bah oui, mais en fait, ils ont des problématiques à gérer en ce moment. C'est difficile pour eux. Donc, il faut déjà venir accompagner cette sensibilité au bruit, cette difficulté qu'ils ont dans le quotidien, avant ensuite de se demander si on va leur faire du canicross ou pas, quoi. Donc, voilà, les choses sont pas aussi simples que ça, encore une fois, mais je tenais à le dire. Donc merci pour tout ce que tu as partagé, c'était génial. Et justement, est-ce qu'on peut aller creuser un peu plus sur comment on accompagne tout ça? C'est-à-dire que là, donc de ce que j'en comprends, tu me diras si c'est juste, mais la première chose, la grosse base de la pyramide, c'est déjà de faire redescendre en pression, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déclencheur, ou en tout cas le moins possible, bien entendu, on peut pas tout effacer, c'est pas évident, mais en tout cas effacer le plus possible pour que notre chien il puisse respirer un petit peu, ça pourrait être pas mal. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait une fois que notre chien, il est moins confronté à son bruit? Alors, dans un premier temps, en effet, je voulais insister aussi sur un aspect hyper important, c'est le besoin de sommeil qui est très souvent pas assouvi pour le chien. C'est tout de même un besoin primaire de juste dormir et pour nous aussi, parce que je parle beaucoup des chiens, mais pour les gardiennes qui accompagnent les chiens et les chiennes que j'ai en suivi et qui ne dorment pas parce que le chien déclenche une quarantaine de fois par nuit, parfois plus, ça a pu arriver dans certains suivis, plus de jours comme de nuits, qui parfois travaillent à domicile, donc ça impacte aussi leur travail. On est vraiment dans un cercle vicieux pour elles, c'est juste horrible. On ne peut pas fonctionner normalement au quotidien avec un manque de sommeil, que ce soit pour le chien ou pour l'humain. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect dans cet abaissement global, c'est de retrouver un sommeil de qualité. C'est hyper important. Ça peut aussi passer par une gestion d'une pathologie, d'une douleur, en fonction de parfois ce qu'on peut voir, en tout cas percevoir lors du premier rendez-vous. Parfois, on ne perçoit pas tout. On aborde certains points et puis on se rend compte que d'autres, dès qu'on les creuse un petit peu, on se dit ah finalement ça, il y a peut-être quelque chose à voir. Ou une vidéo qui nous interpelle sur une démarche un petit peu particulière, on se dit est-ce qu'il n'y a pas un souci de douleur? Est-ce qu'il faudrait pas aller creuser auprès d'un vétérinaire orthopédique? Enfin, plein de petites questions qui se posent et qui permettent du coup un meilleur accompagnement du chien, parce que la douleur, une maladie chronique, va forcément avoir un impact sur la sensibilité au bruit du chien et sur d'ailleurs plein de choses au quotidien. Donc c'est important de le savoir et de pouvoir l'accompagner au mieux. Et bien sûr, du coup, l'aspect accompagnement en santé mentale, si on a des chiens avec des troubles anxieux, c'est important de pouvoir les accompagner avec un aspect thérapeutique, médicamenteux, pour couper finalement cette hypervigilance, cette anxiété, ce stress chronique aussi. C'est important de casser ce cycle de stress pour qu'ils puissent juste apprendre par la suite, parce que là, ils ne sont pas en capacité de le faire. Concernant du coup les bergers australiens et les borders en suivi qui ne sortent pas parfois ou qui font juste des sorties hygiéniques, on est vraiment sur des chiens très sensibles au bruit qui ont déjà été finalement sélectionnés pour ça, hein. Génétiquement, ils sont prédisposés à être sensibles au bruit, c'est ce qu'on entend d'un border par exemple qui soit sensible au bruit, au mouvement. Pour ces chiens-là, c'est juste un besoin vital de ne pas être exposé et de pouvoir se reposer. J'ai une petite chienne en suivi que j'affectionne tout particulièrement parce que alors, j'affectionne tous les chiens que j'ai en suivi, je tiens à le préciser. Mais c'est vrai que c'est une chienne qui a des problèmes de santé qui sont similaires du coup à ma chienne qui partage ma vie actuellement, voilà, sa gardienne m'a énormément touchée, puis je les accompagne en vrai entre guillemets, parce que sinon mes accompagnements sont plutôt en visio, du coup en distanciel. Et cette petite chienne, mais elle pensait que c'était une chienne qui avait besoin de faire beaucoup de choses, qui allait peut-être pouvoir faire du canicross, des choses comme ça, qui était très dynamique. En fait, on était sur une chienne qui avait un manque de sommeil parce qu'elle était sensible au bruit, mais elle avait également un manque de sommeil parce qu'elle avait mal au ventre, le fait de se relever plusieurs fois, chercher certaines textures, ou se coucher, pas trop savoir où aller. C'est là où on peut se demander, mais finalement, est-ce que ces problèmes digestifs sont, comment dire, la cause ou la conséquence de cette sensibilité au bruit? Ça peut être plein de choses. C'est vrai, ça peut vraiment être multifactoriel. On peut avoir une prédisposition génétique, on peut avoir des mauvaises expériences de vie ou tout simplement une socialisation non adaptée à l'individu et on peut avoir du coup ce problème de santé. C'est possible. Là, on est vraiment sur un petit melting pot sur cette petite choupette, mais c'est une chienne qui avait vraiment besoin de décompresser, de se reposer. J'ai un autre suivi qui est toujours très intéressant, je trouve, parce que on est sur un jeune berger australien en pleine adolescence, qui voilà pourrait passer pour le chien le plus dynamique au monde, avec qui faire plein de choses. Et il est vrai que parfois, lui proposer un peu plus d'activité, on pouvait penser que ça allait mieux après. En fait, il avait mal au ventre.
C'est un chien qui malheureusement a eu plusieurs fois la giardiose. Est-ce qu'il y a autre chose ou non derrière? C'est en cours. J'espère qu'on pourra, découvrir quelque chose, pour lui. Au contraire, ne pas découvrir et se dire: «OK, il y a peut-être un tout petit quelque chose à traiter, rien de plus important». Mais finalement, c'est un chien qui avait besoin de repos, de récupérer, de décompression pour pouvoir mieux accepter tous les stimuli du quotidien. Donc on n'est vraiment pas sur des chiens qui sont demandeurs, finalement. Ou parfois ils le sont, on pourrait penser qu'ils le sont plutôt, alors qu'on est vraiment sur une douleur et du coup ils ont besoin ou envie d'être un petit peu plus actifs et c'est pour ça que cet accompagnement est si important, dans un premier temps quand on a des doutes. C'est super intéressant. Je rebondis sur un aspect que tu as dit tout à l'heure, là, qui est très important, effectivement, c'est que si vous vous sentez concerné par ce dont on parle aujourd'hui sur la sensibilité ou la réactivité au bruit, que vous aimeriez être accompagné par Aurélie parce que son travail vous plaît, bah, effectivement, Aurélie, elle l'accompagne aussi à distance, donc ce n'est pas un problème à partir du moment où vous avez un PC avec un micro et une caméra. C'est bon. Donc n'hésitez pas si vous voulez être accompagné par Aurélie. Je vous mettrai de toute façon sa page et ses coordonnées en description, comme ça si vous voulez la contacter, vous n'hésitez pas à passer par là. Et du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu disais sur justement les causes et ou les facteurs aggravants de cette sensibilité au bruit. Est-ce que tu veux bien, alors t'en as parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête? Est-ce que tu veux bien les définir un petit peu, qu'on voit un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça? Oui, 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 avec grand plaisir, si jamais ça peut en tout cas parler et aider certaines personnes sans avoir besoin de consulter. Parce que parfois, j'insiste, on fait juste un bilan, on va pas plus loin parce que les toutes petites choses mises en place de la bonne façon. C'est là où parfois l'accompagnement peut être indispensable. D'autres fois, on est juste sur des chiens qui ont trop d'activité, on baisse l'activité et hop, il n'y a plus rien. D'autres fois, c'est vrai qu'on a certaines choses à amener de façon précise. C'est hyper important de les amener au bon moment. C'est vrai que là, l'accompagnement peut être très intéressant. Et il y a d'autres personnes vraiment très, 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 très formées sur ce sujet. Donc, au besoin, en tout cas, moi, je suis toujours très partageuse parce que c'est hyper important d'avoir un bon feeling avec le professionnel ou la professionnelle qui nous accompagne. Donc, au besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez d'autres coordonnées, voilà, voir un petit peu comment d'autres personnes travaillent. Moi, je suis totalement à l'aise avec ça. Voilà, je voulais juste faire cette petite aparté. Alors, concernant les causes ou les conséquences, en premier, bon, on a un petit peu ce dans quoi je baigne au quotidien, parce que je n'ai malheureusement pas un chien en suivi qui n'a pas alors, peut-être encore non identifié, malgré tout, on a des symptômes. C'est juste qu'on ne sait pas encore ce qui se passe réellement. On a la cause médicale, du coup, qu'elle soit diagnostiquée ou non, parce que parfois, une maladie chronique, même parfois, souvent, c'est tout de même des hauts et des bas. On a des chiens qui peuvent être stabilisés très longtemps, qui vont très 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 bien sur le long terme. On en a d'autres, comme pour ma chienne, où malheureusement on fluctue entre des hauts et des bas, des périodes de rémission et d'autres périodes un petit peu moins sympas. Donc on a toujours ces causes médicales qui sont présentes. En premier, j'ai le digestif dans mes rendez-vous, ça c'est le principal. J'ai tous les problèmes ostéo-articulaires, de douleur. Alors j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai que 2 en suivi. Pourtant, c'est une des causes qui a été les plus documentées scientifiquement. Donc j'insiste dessus. Si votre chien vous semble avoir des douleurs, une démarche un petit peu particulière, vous vous questionnez, n'hésitez pas à faire un check-up veto avant de vous dire: «Je vais peut-être me lancer dans un suivi, dans une sensibilité au bruit, peut-être qu'il est juste douloureux de ce point-là». Donc j'insiste vraiment dessus. On peut avoir les problèmes de peau également. Alors là, on en a plusieurs. Irus, lui, il était le bon candidat pour être sensible au bruit. Il avait du coup un lupus érythémateux, une dermatite atopique et des allergies environnementales. Donc on avait un petit peu les 3 qui se voilà, c'était bien, bien, bien compliqué de ce côté-là. On a les maladies hormonales, il était hypothyroïdien. Voilà, on avait un petit peu tout ça qui venait nous embêter dans cette sensibilité au bruit qui devait vraiment être stabilisée pour pouvoir avancer. Parce qu'il était certain que s'il avait une rechute d'une de ces maladies chroniques, sa sensibilité au bruit, elle revenait. Néanmoins, avec le temps, je la trouvais de moins en moins explosive quand elle revenait. Donc c'est vraiment important, cette prise en charge, elle est primordiale et j'insiste vraiment dessus. On a les otites chroniques aussi, d'ailleurs. Ce que je peux voir chez certains chiens en suivi, c'est que parfois, juste l'oreille, elle est hyper méga propre, on ne voit rien du tout. Mais par contre, on a un chien qui en voiture est pas super à l'aise. Pourquoi, comment? J'ai absolument pas de données dessus, c'est juste un truc que je partage. Mais n'hésitez pas à vous dire, bah, si vous avez un chien pas super méga à l'aise en voiture, qui vous semble sensible au bruit au quotidien, dans 2 de mes suivis, c'est mes 2 petits pixels d'ailleurs, c'est les noms de ces 2 petits chiens trop choupis, dès qu'ils montent en voiture et qu'il y a ce bruit dans la voiture, on les sent un petit peu moins à l'aise, on peut se dire qu'il y a cette otite qui revient. Chez eux, c'est quasi systématique. Donc c'est à prendre en cause de vraiment creuser, cet impact-là. On va aussi avoir certains traitements médicamenteux et j'ai eu le cas sur ma chienne Truffe qui, malheureusement a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui peut, montrer en tout cas des difficultés face à certains bruits, quand elle a mal déjà, mais aussi sous certains traitements médicamenteux. Une cortisone en particulier, elle a vraiment sensibilisé à certains bruits. Sur la cloche du village, si elle était suivie de certains bruits derrière et là elle réagissait très, 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 très fort, alors qu'en temps normal, c'était absolument pas un souci. Donc est-ce que c'est la cause, la conséquence? Dans le cas de Truffe, on a une maladie chronique en plus associée, c'est plein de questions qui peuvent se poser.
On peut avoir une anxiété chronique, on peut avoir un traumatisme non traité aussi, ça peut être la cause d'une sensibilité au bruit. Les prédispositions génétiques, ça on en a parlé. Dans les activités, on peut avoir trop de stimulation. Je sais une chercheuse avait parlé du fait qu'il peut aussi en avoir pas assez. Je le mets pas, en tout cas j'en parle là, mais c'est vrai que c'est absolument pas quelque chose que moi je vois en suivi ou que la mentor, la formatrice, en tout cas même presque l'amie, l'accompagnatrice du coup qui peut un petit peu superviser mes cas de sensibilité au bruit n'a pas non plus. On est en général sur trop de stimulation pour certains individus. C'est même ce qui revient quasiment à chaque fois. Du coup, le manque de sommeil profond, de qualité et parfois d'ailleurs, et j'en avais déjà parlé et c'est arrivé encore plus récemment, c'était un chiot qui ne supportait pas, celui-ci, la texture de son couchage. Alors, c'était un espèce de panier trop mignon, mais il était un petit peu comme plastifié. Enfin, je ne saurais pas dire la matière, mais le fait de marcher dessus était hyper inconfortable. Donc lui, il se couchait pas. Et puis j'en ai eu un autre, un petit croisé de petites races qui n'arrivait pas à monter dans son panier. Ça lui demandait trop d'efforts. Du coup, il savait pas où se coucher. Il avait pas un super bon sommeil, il récupérait mal. Ces deux chiots-là, ils ont montré une sensibilité au bruit hyper forte quand j'étais présente. Ils réagissaient à tout en rendez-vous. Et c'était horrible pour les accompagnatrices de ces chiens, pour les gardiennes. C'était vraiment très difficile. Et finalement, la cause était juste un manque de sommeil profond et de qualité. Une fois qu'ils ont pu dormir, qu'ils avaient plusieurs couchages à disposition, de plusieurs matières différentes. Bon, le petit dernier, il aime que les petits pilous et les plaids sur le canapé. Donc lui, c'est pas la peine de chercher autre chose, de lavable facilement ou quoi que ce soit. Rien à faire, il veut du pilou. C'est parfois juste la cause, mais ça peut être une conséquence aussi. Donc c'est parfois démêlé, difficile plutôt à démêler au quotidien. Donc lors du rendez-vous aussi, quand on en parle, vous avez essayé de chercher de votre côté et voilà, ça peut prendre du temps de le savoir. On a aussi l'exposition du coup à un environnement trop stimulant. Un chien qui vit en ville, d'ailleurs on en parle chez l'humain, on a des recherches, chez le chien il y en a pas, mais j'ai le droit de faire les parallèles avec l'humain. On sait que le fait de vivre en ville est une prédisposition à avoir des problèmes de santé mentale. C'est un risque de problèmes psychiatriques de vivre dans un environnement trop stimulant. C'est à savoir. Dans certains chiens qui en plus sont prédisposés génétiquement, donc des chiens de berger, à réagir au bruit, qui vivent en plein centre-ville, juste d'être dans cet environnement trop stimulant, on les met en zone verte, donc partir en vacances dans un endroit un petit peu plus vert, parfois aller en pension parce qu'ils sont en capacité d'y être, mais ça leur change la vie. Et ça veut pas dire qu'il faut déménager, on n'en est pas là au premier rendez-vous, mais juste de se dire, est-ce que c'est possible de temps en temps de leur offrir ces petits moments de coupure, cette petite disruption, qu'ils puissent se remettre, qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent aussi avoir les apprentissages nécessaires à ce moment-là pour ensuite revenir dans cet environnement un petit peu plus stimulant. C'est des questions qui peuvent se poser d'ailleurs au premier rendez-vous ou ensuite pour adapter le plan d'action. Et puis on va avoir aussi une surexposition à d'autres déclencheurs. Mais là, ça a été totalement le cas d'Irus qui était surexposé. Alors, je nuance parce que j'amenais pas mon chien en ville, mais le fait de croiser un ou deux humains en balade à 100 mètres, c'était une surexposition pour lui, pour cet individu-là. Donc, pour ces chiens qui parfois sont surexposés à d'autres déclencheurs, à des gens, à des chiens, ça peut être une cause, mais aussi une conséquence d'une sensibilité au bruit. On va avoir aussi les apprentissages, donc les expériences traumatiques, et une socialisation qui est mal adaptée, qui est pas individualisée à chaque individu. Dans une même fratrie, on a tellement d'individus différents qui vont évoluer à un rythme différent. Et c'est important de ne pas tous les exposer à la même chose au même moment parce qu'ils sont peut-être pas en capacité de ça. Et parfois, j'ai des clientes qui me touchent vraiment beaucoup parce que elles ont sélectionné l'élevage, elles ont pris du temps, elles ont attendu ce chiot, elles ont absolument tout fait parfaitement. Vraiment, on pourrait se dire, mais c'est juste pas possible que ça arrive. Et ça arrive parce que parfois, juste, c'est l'individu. C'est juste cet individu qui a ces sensibilités-là, et voilà, et à accepter comme il est parce qu'il n'est pas juste un problème à régler, et l'accompagner dans ces sensibilités qu'il a au quotidien. J'ai un petit rebond à faire qui me parle beaucoup parce que quand tu parlais des textures, en particulier des couchages, je vous donne 2 exemples de couchages qui peuvent poser souci potentiellement parce que Rune, en tout cas, elle a ces problématiques-là, donc si ça vous parle, ça peut être intéressant. Rune déteste les alaises. En fait, à la maison, j'ai plusieurs tapis pour Rune et j'ai 2 matelas pour bébé, donc ils font 60 sur 120. Et ça, c'est génial parce qu'on peut avoir des alaises sur mesure pour les bébés, en fait, et des draps sur mesure. Donc à laver, c'est merveilleux. Sauf que les alaises, comme elles sont plastifiées, quand on monte dessus, ça fait un bruit. Et effectivement, Rune, quand elle monte dessus, quand elle était bébé particulièrement, elle n'aimait pas ça du tout. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et à l'inverse, parce que tu parlais du pilou-pilou, et je trouve ça très rigolo, parce que Rune, à l'inverse, les pilou-pilou et tout ce qui est couverture en polaire, ça lui fait de l'électricité statique. Ma chienne, elle est toute statique de partout. Et donc, quand elle monte dessus, elle redescend en courant en disant «Ah, c'est vraiment tout pourri! C'est vraiment tout pourri, ça pique de partout!» Effectivement, le simple fait d'avoir une texture qui potentiellement est pas appréciée par votre chien fait qu'il peut mal dormir. D'où l'intérêt de proposer différents couchages et avec des textures et des emplacements différents pour que votre chien puisse dormir pleinement. Donc ça, c'était effectivement super intéressant. Donc je partageais ma petite anecdote sur ça.
Et de ce fait, par rapport à tout ce que tu viens de partager, j'aimerais te poser une petite question. Est-ce que tu aurais en gros un top 3 ou un top 5 des problèmes, enfin comment dire, des bruits qui posent le plus problème aux chiens? Mais à l'inverse, est-ce que tu as aussi, parce qu'on la pose pas assez cette question, est-ce que tu as un top 3 des bruits les plus bizarres auxquels des chiens ont réagi? Des bruits où jamais on aurait pensé que le chien réagissait à ça. Ça m'intéresse beaucoup, cette question m'intéresse beaucoup. Alors, on a plusieurs études de disponibles à l'heure actuelle et je pourrais les partager. J'ai absolument, encore une fois, aucun souci avec ça. Où sur un panel de chiens présents, on voit certains bruits qui reviennent le plus. Néanmoins, on est sur une thématique qui est toujours étudiée, comme d'ailleurs énormément de thématiques. Donc, je suis toujours très nuancée sur ça. Je vais préférer parler de ce que j'ai, en tout cas en suivi, mais vraiment, je vous invite, je partagerai toutes ces références d'études à lire. Si ça peut vous intéresser, si ça peut vraiment vous apporter quelque chose, pour moi, c'est absolument OK. Au quotidien, j'ai vraiment les coups de fusil. C'est assez systématique, coups de fusil, feu d'artifice. J'ai l'orage aussi et je nuance un petit peu sur l'orage. Parfois, on pense que c'est le bruit de l'orage. Et ça peut, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai d'autres, c'est pas le bruit, c'est la charge électrostatique. Et du coup, eux, ils sont juste hyper bien en voiture, même s'ils entendent le bruit. Ou ils sont hyper bien à l'intérieur. On a fait le test dernièrement dans un suivi que j'ai, de mettre un tapis en caoutchouc sous le couchage du chien, qui est un petit peu surélevé déjà. On a rajouté des petits pieds parce que pour lui, c'est OK, c'est un chien de grand gabarit, et il est en capacité physique de du coup faire cette petite montée dans son couchage. Et bah ça va, même s'il entend le bruit. On n'a rien fait d'autre. Donc voilà, j'insiste sur cette petite chose-là, et parfois c'est vraiment les deux. Hein. Parfois on a cette charge électrostatique, parfois on a absolument plein de choses, on a le visuel des éclairs, on a plein de choses, et il faut vraiment qu'on puisse accompagner cette problématique-là, parce que du coup là on parle un petit peu de... En tout cas chez l'humain, il me semble que chez le chien on a vu une étude aussi, parce que parfois je me mélange un petit peu, j'en ai lu tellement que parfois je me mélange un petit peu, je sais plus si elle est dispo chez le chien, mais en tout cas chez l'humain, on parlait de phobie de type 1 et phobie de type 2. Donc phobie de type 1, c'est un petit peu tous les phobies liées au bruit fort et soudain. Feu d'artifice, un avion qui passe, un avion de chasse qui passe au-dessus de nous, c'est absolument horrible. On peut avoir du coup tous ces bruits forts-là et les bruits domestiques. Là, du coup, on parle de phobie de type 2. Néanmoins, j'insiste parce qu'on va en parler, mais c'est pas parce qu'on a un chien qui rentre dans cette case, entre guillemets, parce que j'aime déjà pas les mettre dans des cases, mais qui par exemple correspondent à ça, qui ne peuvent pas mieux gérer les situations ensuite, avoir moins de résilience, moins pouvoir se remettre. Absolument pas. Il est possible de les aider, j'insiste vraiment là-dessus. Depuis peu, j'ai vraiment les bruits Messenger qui reviennent beaucoup, cette sonnerie Messenger qui sont insupportables. J'ai un chien qui déclenche sur un bruit d'électroménager, c'est un monsieur cuisine, c'est similaire au Thermomix, il l'insupporte, du coup, lui, il est dans cette anticipation de «Oh mon Dieu, on va brancher un truc, c'est peut-être le monsieur cuisine qui fait du bruit» et ça part dans tous les sens. J'en ai un qui, je ne sais pas pourquoi, il ne supporte pas le bruit de la télécommande quand elle est posée sur la table. Juste ce bruit, quand on pose, il explose. Et j'insiste pour ce chien qui n'a pas d'autre sensibilité au bruit. Il n'est pas sensible au bruit fort, absolument pas. Donc ça va vraiment dépendre de chaque individu. Je te l'ai déjà dit, hein, mais je crois que je pourrais t'écouter pendant des heures, tu sais. Et moi, je pense que je suis partie pendant des heures parce que je me dis, mais si je commence à parler de la résilience, de la prédictibilité, est-ce que ce dont j'ai envie de parler, oh yeah. Eh ben, personne qui écoutait ce podcast, je suis désolée pour vous parce qu'on va parler de ça du coup. Faites une pause, prenez un café, allez faire un pipi, puis on y va, hein. Au contraire, moi ça m'intéresse beaucoup que tu parles de ça, justement, cette résilience, de cette prédictibilité, et aussi potentiellement, alors je sais pas peut-être dans le premier, mais que tu parles peut-être aussi, parce qu'avec Rune ça m'a beaucoup aidé, des bruits blancs, mais pas que les bruits blancs justement, parce qu'on connaît les bruits blancs, mais il y a plein de couleurs, et bon, pour la aura que je suis, parler de toutes les couleurs des bruits ça me va, donc voilà, si dans l'ordre que tu veux, mais ça m'intéresse aussi beaucoup que tu en parles. Mais avec très très grand plaisir. Du coup, dans finalement cette création d'apaisement global et même de cocon. Moi, j'aime bien parler d'une bulle sensorielle, c'est le petit mot que j'aime bien, où on essaye de créer un endroit sécurisant pour le chien où il pourra se reposer, où il pourra se ressourcer, où il va se sentir finalement à l'abri des stimuli qui sont difficiles pour lui. Donc c'est vraiment important qu'on arrive à créer ça dans un premier temps, parce que on pourra pas avancer sur le reste par la suite si on n'a pas créé ça. Et comme je l'ai déjà dit et comme on a déjà parlé plusieurs fois, parfois on n'avance pas plus loin sur la suite. Néanmoins, pour ça, j'ai besoin parfois de choisir l'endroit. Et vraiment cet endroit, mais je parle toujours de ce petit pixel que j'adore, et je peux parler d'autres chiens d'ailleurs. Je parlais de la petite Moon, je peux parler je pourrais parler de qui, du petit Bimo aussi, qui était très intéressant dans les endroits où il voulait dormir. Parfois on va vraiment s'axer sur un endroit en se disant bon, ce qui a l'air d'être rassurant pour lui, ça va être les odeurs de son humaine, de sa gardienne, donc de plutôt aller sur le lit où il y a les odeurs, sur les draps où ils se sentent vraiment bien en sécurité, en hauteur. On a tenté plein de choses pour Pixel par exemple, sur la chambre. Vraiment, on y a passé des mois à essayer de créer cette bulle sensorielle. Parfois elle est pas facile à créer, d'autres fois ça roule tout seul. En 2 semaines
de temps, on a déjà ce petit truc qui est créé, qui n'est pas encore consolidé, parce que c'est important de consolider ces bases-là. Mais chez Pixel, ça a pris énormément de temps et en fait, on s'est rendu compte que lui, il décompressait dans le garage. Pourquoi, comment? C'était le garage. Ça a duré un petit moment dans le garage. Donc lui, c'était vraiment cet endroit, ce couchage qu'il avait dans le garage où il se sentait bien. Depuis, ça a énormément évolué. Pixel, il a sa chambre. Il est bien aussi dans la maison quand il entend d'autres bruits. C'est un chien qui a énormément évolué. Mais vraiment, il est hyper chouette, hyper chou, avec pourtant plusieurs pathologies chroniques. Donc j'insiste, ils peuvent sincèrement évoluer malgré leur bagage génétique, est-ce qu'ils ont pu vivre et également les problèmes de santé qui sont associés. C'est vraiment important d'en tenir compte et de savoir que ça peut évoluer. Ça fait toujours du bien de l'entendre. Pour l'avoir vécu avec Irus, dès que je pouvais l'entendre ou le lire, ça me faisait énormément de bien, donc j'insiste vraiment dessus. Et pour Pixel, par exemple, lui, les bruits blancs, peut-être parce qu'ils avaient déjà été utilisés et potentiellement pas associés à un événement sympa. Peut-être, on n'en a pas la certitude, c'était pas une bonne option. C'est pour ça que c'est super important dans le cas de sensibilité au bruit avérée, de venir essayer ces possibilités en prenant le moins de risques possible. Dans ces cas-là, on fait sincèrement une évaluation des risques, on pense à tout. Parfois, j'ai une visio qui ne va vraiment durer que sur ça, pour être sûr d'amener ce bruit au bon moment, dans le bon contexte, pour ne pas prendre de risques finalement, parce qu'on peut vraiment casser quelque chose. Donc vraiment ne pas tous les essayer comme ça d'un coup en disant ça va marcher, et en fait on casse beaucoup de possibilités qu'on peut avoir, et ça c'est vraiment dommage. Du coup on a différents bruits associés à différentes couleurs, qui vont du coup avoir différentes fréquences. On a les bruits blancs qui ressemblent beaucoup aux bruits verts, que du coup Rune aime bien. On a une variante d'autres bruits, on a les bruits marrons qui d'ailleurs sont utilisés chez l'humain, parfois pour traiter une phobie liée aux orages, donc c'est super intéressant. Ça peut être un levier chez le chien. À prendre avec précaution tout de même, du coup, comme on a cette info-là, de pas forcément la diffuser sur un chien phobique des orages. Voilà, on garde ça en tête. On se dit que ça peut être un bon outil de désensibilisation si on a besoin d'aller en désensibilisation par la suite, peut-être en utilisant ça, peut-être parce que c'est une prise de risque qui est énorme, et j'insiste. Même par la suite avec un travail solide et un bon travail de résilience, du coup prédictibilité, mais qui revient dans la résilience finalement. Mais malgré ce travail vraiment solide, on peut se dire par la suite, est-ce que ça vaut le coup de faire une désensibilisation? Avec quel bruit? Moi, en règle générale, je n'utilise pas des bruits qui se rapprochent des bruits qui font peur aux chiens. C'est une prise de risque qui est grande. Si jamais on en arrive là, je sais que ça peut arriver dans certains suivis quand j'ai pu en échanger avec divers professionnels. On vient vraiment mesurer les risques et y aller avec le moins de risques possible pour être sûr de faire le moins de mal possible. Jusqu'à présent, on n'est pas censé en arriver là. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas eu de cas, moi, où j'ai eu besoin d'en arriver là, ou en tout cas, quand j'en discutais avec une formatrice, elle a eu besoin d'en arriver là, ou parfois vraiment dans un contexte très particulier parce qu'on sait que le chien ne va pas réagir au bruit du téléphone. Du coup, là, on peut se dire, bon, on va prendre la bande son sur lequel il est à l'aise, on va essayer d'y incorporer certains bruits qui sont difficiles, mais vraiment en mesurant les risques pendant, s'il le faut, 1 heure de suivi. et ces bruits-là, parce qu'on sait qu'il va pas y réagir du téléphone et qu'émotionnellement, ça va aussi. En tout cas, on voit que le chien a pas de soucis par la suite, tout va bien pour lui. Est-ce qu'on a toujours besoin d'en arriver là? Moi, ce jour, absolument pas. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, faire entendre des bruits d'orage sur les téléphones ou des bruits de coups de fusil pour se dire, bon, ça va lui apprendre ou autre, c'est pas forcément la bonne idée. Jusqu'à présent, on nous disait que les chiens, ils avaient certaines playlists qui pouvaient être faciles pour, en tout cas, qui pouvaient les aider, les détendre, vraiment apporter un mieux. Donc on avait la musique classique, on avait le reggae, on en avait d'autres d'ailleurs. Néanmoins, on a une dernière étude qui est sortie qui montre que les chiens sont aussi, sont finalement plutôt rassurés par les bruits qui sont familiers. Donc ceux qu'ils ont l'habitude d'entendre. J'ai une chienne, par exemple, elle adore les musiques celtes parce que sa gardienne, elle écoute des musiques celtes, elle trouve ça trop bien et ça l'aide vraiment à se détendre. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise. Néanmoins, je reprends Pixel qui lui a pas eu d'événements particuliers avec sa gardienne, avec Adèle, et qui pendant des mois a écouté Adèle en boucle. J'insiste, ce chien avait besoin d'Adèle en boucle. Et c'était vraiment un besoin pour lui, ça lui permettait de décompresser, de dormir. Il y a a priori des individus qui arrivent à dormir avec les musiques d'Adèle, en tout cas c'était le cas de Pixel. C'est vraiment important de garder en tête qu'il y a plein de possibilités et de les évaluer au fur et à mesure en prenant toujours ce moins de risques possible. Je prends Truffe par exemple, depuis peu, elle adore les bruits roses. Les bruits roses finalement, c'est des bruits qui diminuent en intensité à mesure que les fréquences augmentent. C'est quelque chose qui l'apaise beaucoup. Pourquoi, comment, là en ce moment c'est son truc. On les écoute, mais néanmoins oui. Si vous pouviez trouver une musique commune avec votre chien qui ne vous agace pas, c'est important que tout le monde passe un bon moment. Pour moi, dans mes suivis, c'est important que tout le monde soit hyper confortable et que vous puissiez décompresser avec votre chien. C'est super, super important. Parfois, je sais que, très souvent d'ailleurs, mes clientes s'endorment avec leur chien. Je suis la première à m'endormir avec Truffe, hein, je précise, quand elle a eu des moments difficiles en extérieur parce que elle a eu mal au ventre. Donc du coup, il y a eu des bruits de cloche, puis d'autres bruits derrière qui étaient pas cool. Donc on rentre, juste, je ne fais rien d'autre. Je me pose avec elle, on décompresse et parfois juste on s'endort et puis après on se réveille et ça va mieux. Et ça, c'est essentiel pour casser ce cycle de stress. C'est vraiment essentiel.
On peut ajouter à ça parfois certaines odeurs ou non. On peut avoir des chiens qui sont hypersensibles aux odeurs. C'est avec parcimonie et peut-être se faire accompagner là-dessus. À voir. Parfois c'est pas possible dans nos suivis. On essaye d'en discuter, de voir les ressources qu'on peut trouver, comment les amener, mais ça peut être vraiment intéressant de se faire accompagner sur ce point. Parfois de juste pas en mettre et c'est ok aussi. Voilà, ça va être très individuel et ça peut du coup être évolutif. Vraiment, Truffe, elle a eu ses préférences d'odeur en fonction des instants. Est-ce qu'ils ont été associés ou non à un moment donné à quelque chose, à une douleur? Je n'en sais rien. J'espère que non. En tout cas, j'ai favorisé les chances que ce soit non, mais on n'a jamais cette certitude finalement. Donc c'est important de toujours les observer, de voir comment ça se passe et d'optimiser ces moments-là pour eux. Parce qu'une fois qu'on a ce socle, on va pouvoir travailler sur plein d'aspects qui sont importants pour du coup les rendre plus résilients, qu'ils se remettent plus facilement d'un bruit parce que c'est ok d'avoir peur. On a des peurs au quotidien. C'est cette capacité à s'en remettre. On a Pixel qui lui se remet maintenant très vite de certains bruits qui va juste parfois déclencher, parfois non. Mais on peut avoir ces aboiements qui avant duraient, se répéter. On avait déjà en tout cas cet effet d'empilement avec les maladies chroniques, mais du coup on avait ces bruits qui venaient s'ajouter à l'empilement. On arrivait dans des situations vraiment problématiques au quotidien pour sa gardienne Flore. C'était vraiment difficile pour elle de l'accompagner. Déjà quand on a un chien malade chronique, ça nous coûte beaucoup de l'accompagner au quotidien. C'est un accompagnement qui n'est pas facile, mais quand en plus on a une sensibilité au bruit qui s'y greffe et qu'on a un chien qui déclenche beaucoup, très fort, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc juste de le voir maintenant entendre des bruits de coups de fusil, aboyer très brèvement et se rendormir profondément, mais je suis juste super méga heureuse. Peut-être qu'on ira plus loin, peut-être que ce sera pas nécessaire. En tout cas, à ce jour, ce suivi de sensibilité au bruit avec Flore qui a duré 1 an, à titre d'exemple pour ce chien, c'est pas transposable à tous les chiens, mais qui a duré 1 an avec finalement très peu de rendez-vous de suivi parce qu'on a eu beaucoup d'échanges par message pour adapter. À ce jour, on travaille juste sur la voiture parce qu'il y a eu ces associations du vétérinaire qui n'étaient pas faciles pour Pixel parce qu'on se doute qu'un chien malade chronique, on doit l'emmener au vétérinaire très souvent. On avait ce bruit de frein à main manuel qui était difficile pour lui, qu'il n'a pas dans la nouvelle voiture. Donc même si le bruit a disparu, lui, il est dans cette anticipation de je suis dans une voiture, ce bruit peut arriver, mais il n'arrive pas et je panique. Ce n'est plus prédictible, il panique. Comme c'était plus prédictible, juste, ça devenait trop difficile. Et à ce jour, on travaille que sur ça et c'est un chien qui me fait aussi beaucoup penser à Urus parce qu'il est tout ou rien et lui, il aime très fort, il déteste très fort et maintenant qu'il aime très fort la voiture, il veut faire ses siestes dedans. Il fait réellement ses siestes dedans alors qu'il fait froid, donc Flore vient lui mettre un petit plaid sur lui. Enfin, c'est absolument trop mignon. Voilà, ça va être très variable et c'est quelque chose qu'on étudie ensemble au premier rendez-vous et qui est évolutif hein, parce que Pixel, il a eu ces moments où il adorait la web radio, il voulait entendre que des gens qui parlent. J'ai eu, par exemple, Irus, pendant un moment, il aimait bien certains bruits. C'était plutôt les bruits blancs chez lui et les bruits verts qui se ressemblent vraiment très fort. C'est vraiment une variante des bruits blancs d'ailleurs. D'ailleurs, il y a parfois vous me dites j'ai essayé un bruit blanc, c'était pas ok, mais en fait il y a différentes variantes. Hein. On peut en essayer plusieurs. Néanmoins, toujours en prenant des précautions parce que je prends l'exemple de Truffe qui sait que quand on démarre la hotte de cuisine, on va faire cuire à manger. Elle a eu mal au ventre, manger a pas été associé à des trucs cool. La hotte de cuisine, elle déteste. Les bruits blancs qui s'en rapprochent, elle déteste. Et j'ai un autre chien d'ailleurs en suivi qui est comme ça, donc c'est hyper important de prendre des précautions énormes quand on veut tester quelque chose seul, parce que parfois on n'a pas la possibilité de se faire accompagner dans l'immédiat, mais qu'on veut tenter parce que voilà, c'est difficile et que c'est vraiment un quotidien difficile de les accompagner, de vraiment prendre toutes ces précautions, de se poser un maximum de questions avant de potentiellement utiliser des outils que on n'aura plus par la suite parce qu'on pourra pas les réutiliser dans l'immédiat. Et puis j'ai un petit peu digressé. En vrai, non, c'était génial, c'était fascinant. Je rebondis justement sur le choix des bruits parce que, alors, présentement, pendant qu'on est en train d'enregistrer cet épisode, j'ai Bidou qui est à côté parce que ce matin, elle était un petit peu irritable, du coup, je lui ai mis son bruit vert, justement. Et là, elle dort comme une souche, elle est vraiment, c'est une poutre. Ma chienne est à l'horizontale, couchée, et voilà, elle est liquide, on dirait une petite pâte à crêpes. Donc ça lui a fait beaucoup de bien. Mais effectivement, l'importance de choisir des bruits pour eux, mais aussi pour nous, parce que, comme je te le disais, Aurélie, moi, les bruits bleus, ça me donne envie de tuer des gens à la hache. Vraiment, j'ai vraiment envie de découper des gens et d'en faire des sashimi quand j'écoute des bruits bleus. Vraiment, c'est insupportable pour moi. Alors que les bruits verts, j'ai l'impression d'être en forêt, je me sens très bien, et voilà, ça me va bien. Donc, effectivement, l'importance de choisir son bruit, c'est quand même pas si pire, c'est quand même pas mal. Donc faites gaffe à ça. Alors je me posais la question justement, parce que effectivement les bruits, peu importe leur couleur, enfin quand je parle de peu importe leur couleur, mais bruit blanc, bruit vert, etc. Effectivement une fois que c'est empoisonné, c'est mort, tant pis pour nous. Mais est-ce que dans ce cas-là, si on veut mettre un bruit couvrant pour peut-être apaiser un peu notre chien, est-ce que ça vaudrait pas le coup justement, comme tu disais pour certaines de tes clientes, de mettre une musique qu'on aime bien, une musique celtique, une musique de méditation, bref un truc où
Au pire, si on en pourrit une, bon bah toutes les autres lui ressemblent pas forcément. Totalement. Si on peut venir aider le chien en courant les bruits du quotidien, de quelque façon que ce soit, dans ces cas-là, c'est vraiment ok de tout tenter. Mais Irus, je lui ai fait écouter des choses, mais tellement de choses avant de trouver ce qui marchait. Pour Irus, par exemple, ce qui marchait le plus, c'était du coup le musicien, le pianiste Ludovico Einaudi. Una Mattina, c'était la musique préférée d'Irus. C'était vraiment celle qui est associée en plus à tellement de choses positives, parce qu'on l'a vraiment travaillé aussi, mais qui de base aussi lui a plu. La première fois que je l'ai mise, il était vraiment... il a déconnecté. Alors, on n'était pas sur un moment difficile pour lui. Je tiens à le dire, en général, on essaye toujours de les tester dans des moments les plus adéquats possibles, même si on ne peut pas gérer l'environnement à 100%. Quand je l'avais juste essayé sur lui à ce moment-là, et que malheureusement, l'environnement n'étant pas toujours gérable à 100%, j'ai malheureusement eu la poste qui ne passe jamais à la même heure chez moi, qui a eu ce claquement de portière, et il a juste pas réagi à ce claquement de portière. C'était juste, il était sur cette musique-là, il était posé dessus, et ensuite ça, on a vraiment créé quelque chose autour de cette musique en particulier qui a marché pour tout, pour les feux d'artifice, pour les orages, pour les coups de fusil, à tel point que tout était ok, juste il dormait. On avait parfois un chien qui ouvrait les yeux, il saisissait ce qui se passait à l'extérieur et juste je m'en fiche, je me rendors. Et j'utilisais du coup d'autres bruits au quotidien pour venir masquer. Ce qui était difficile pour lui, surtout, bon, je savais que le week-end ça chassait plus à l'endroit où je vivais avec Irus. Dans ces cas-là, bon bah j'utilisais ce qui pouvait fonctionner pour lui. J'ai totalement pourri une playlist qui est recommandée scientifiquement pour les chiens sensibles au bruit. Je l'ai absolument pourrie parce qu'elle a tourné en boucle juste pour tenter de masquer au maximum ces détonations, parce que parfois quand on a 20 détonations dans l'heure, c'est pas possible. Il faut bien les masquer, il faut bien faire quelque chose et commencer à agir, à tenter de les apaiser finalement au quotidien. Donc c'est passé par pourrir certaines playlists. Parfois, mais juste pour essayer de camoufler. Parfois c'est les bruits de la télé, parfois c'est des trucs tout bêtes. Je ne sais plus quelle cliente m'avait dit, mais je pense que c'était sur un live avec une professionnelle où on abordait un petit peu la thématique de la sensibilité au bruit, où on survolait un petit peu cette sensibilité au bruit chez le chien, et où juste il a reconnu ma voix, il a trouvé ça fun, il a dormi alors qu'il se passait des trucs pas cool en extérieur. Donc parfois c'est vraiment des choses toutes bêtes, être au téléphone avec une personne, avoir l'haut-parleur, ça peut être ok pour un chien et pas du tout pour un autre. Irus, il aurait détesté ça. Enfin vraiment, ça c'était impossible. Mais pour ce chien, en tout cas, m'entendre à ce moment-là, c'était ok. Donc il y a vraiment des possibilités infinies à étudier pour tenter en tout cas de leur rendre un quotidien le plus facile possible pour eux, mais aussi pour nous, parce que c'est super important de pouvoir récupérer ce sommeil, de plus être nous aussi en hypervigilance, parce qu'on le devient également aussi. Je me souviens que dès que j'entendais des coups de fusil, je bondissais, je me tendais, j'avais une tension corporelle énorme. Et c'est juste normal, c'est une réaction normale quand on accompagne ce type de problématique avec notre chien. Et c'est ok, parce que je sais que parfois j'ai des clientes qui se culpabilisent, qui me disent mais moi aussi j'en ai peur, du coup c'est juste ok, c'est une réaction qu'on maîtrise pas et c'est juste ok. Je voulais vraiment insister là-dessus. Petite anecdote, parce qu'effectivement ça m'a fait rire quand t'as dit nous entendre parler. J'avais complètement oublié ça, j'avais complètement oublié cette anecdote-là, mais Vulcain, vu qu'il était pas à l'aise quand il était seul pour plein de raisons, pas que sensibilité potentielle au bruit, mais plein d'autres raisons, du coup je lui mettais en fond sonore les lives que je faisais. Quand j'enregistrais, quand on m'invitait à faire un live sur internet et que j'avais du coup 1 heure et demie, 2 heures de live, et je lui mettais ça, et du coup il s'endormait comme une souche avant de parler. Je dois être extrêmement soporifique, parce que du coup, le simple fait de m'entendre, il est tombé comme une masse et hop, il dormait, donc du coup effectivement je trouve ça très drôle. Sur une dynamique un peu moins drôle pour le coup, je te remercie d'aborder le fait de prendre soin de soi en tant que personne aussi, et je viens insister aussi là-dessus parce que ça pour le coup, ça c'est énormément mon dada, de prendre soin aussi des gens, mais je sais que c'est ton cas aussi. Donc si vous avez un chien qui a une sensibilité au bruit ou qui a une réactivité quelle qu'elle soit, ou une problématique quelle qu'elle soit, bref qu'il y a des choses difficiles à gérer dans le quotidien, je me permets de vous ajouter quelques trucs. La première, c'est que c'est pas de votre faute, d'accord ? Même si vous avez fait des erreurs, potentiellement ou pas, ou que vous êtes dans un environnement qui peut-être ne correspond pas à votre chien, ou peu importe quoi qui pourrait avoir créé, amplifié ou accentué la problématique, c'est pas de votre faute, d'accord ? S'il vous plaît, ne vous flagellez pas pour ça. Également, vous avez le droit aussi, vous, de prendre soin de vous, donc de vous autoriser à avoir des temps de pause. Prévoyez-vous aussi des temps de pause pour vous. Le simple fait de prendre une bonne douche, le fait de le soir se prendre une bonne pizza, de boire un verre de vin avec son chéri, de regarder une bonne série, ou une limonade, d'accord, on n'est pas sectaire, on n'est pas obligé de boire du vin, d'aller marcher dehors dans la nature si ça vous fait du bien, bref, de vous prévoir du temps pour récupérer des cuillères vis-à-vis de ça, parce que c'est difficile au quotidien, surtout si vous-même, alors je fais un gros coucou à toutes les personnes qui sont comme moi, mais si vous êtes vous-même sensible au bruit, comme c'est mon cas, quand votre chien se met à déclencher sur des bruits, vous pouvez être réactif au bruit face auquel votre chien est réactif, mais aussi vous-même faire des bonds pas possibles quand votre chien aboie, et donc ça vient bouffer vos propres cartouches à vous.
Donc autorisez-vous à prendre du temps pour vous, autorisez-vous à porter des boules qui aussi, si vous, ça peut vous faire du bien. Je l'ai proposé à certains de mes clients qui avaient besoin, alors évidemment pas des boules dans le sens j'écoute plus mon chien aboyer, mais dans le sens quand il aboie, ça me fait tellement déclencher moi-même que ça me met dans des états pas possibles, donc autorisez-vous à porter des boules pour vous-même vous apaiser face au bruit. Autorisez-vous également à, si vous en éprouvez le besoin, et n'hésitez surtout pas à le faire, à faire appel à un ou une professionnelle de la santé mentale, donc par exemple à un ou une psychologue, pour parler de cette problématique et pour pouvoir avoir un accompagnement et un soutien vis-à-vis des problématiques de votre quotidien. On ne parle pas assez de santé mentale, donc je tiens à le dire, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un échec, ce n'est pas, peu importe le mot que vous mettrez derrière ça, ce n'est rien de tout ça que de faire appel à un psychologue. Vous pouvez en avoir besoin, alors ça ne va peut-être pas durer très longtemps, peut-être que vous en aurez besoin pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. En ce qui me concerne, j'ai eu besoin de faire appel à une psychologue et je fais encore appel à elle. On se voit moins souvent, mais elle m'aide encore aujourd'hui et elle me fait beaucoup de bien au quotidien, donc c'est très bien, faites-le, faites-vous aider, vous avez le droit de le faire, ce n'est pas un problème du tout. Voilà, je tenais à insister sur ça, pardon pour la petite digression. Mais cette digression, elle est tellement importante. Elle est super, super importante et ça me donne envie de rebondir dessus. Il y a aussi d'ailleurs un aspect que j'ai pas abordé, mais j'y viendrai après. Je voulais vraiment rebondir là-dessus. C'est si vous avez besoin d'un suivi, d'un soutien pour vous, et ça peut l'être, ça peut être vraiment indispensable. N'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels qui vous parlent. Je sais que j'ai 2 super clientes qui sont psychologues et qui accompagnent les humains avec des difficultés voilà, qu'ils peuvent rencontrer avec leur chien au quotidien parce qu'ils ont besoin de cette écoute finalement qu'on n'a parfois pas toujours. Pour mon cas, pour mon expérience avec Irus, malheureusement, on ne comprenait pas les difficultés que je pouvais vivre avec lui au quotidien. Je n'étais pas forcément entendue, c'est tellement important de pouvoir être entendue sur ça. Donc au besoin, si des personnes veulent des coordonnées en particulier ou autres, je suis totalement ok de les transmettre. Pour moi, ce sont les meilleurs safe places du monde pour les humains. Donc si jamais elles peuvent aider certaines personnes, c'est absolument ok pour moi. Et puis surtout, il y a quelque chose, j'en ai absolument pas parlé, mais j'y pense parce que quand tu as parlé des déclenchements du chien, du coup des aboiements, ça m'y a fait penser. On a aussi les chiens qui déclenchent pas. Majoritairement d'ailleurs, j'ai des chiens qui n'aboient pas. C'est d'ailleurs le cas d'Irus. Alors, Irus, ça dépendait. Mais globalement, dans l'ensemble, c'était pas un chien qui aboyait. C'était plutôt un chien qui, au début, ne cherchait absolument pas d'attention. D'ailleurs, je comprenais pas ce qu'il avait parce que lui, son seul truc, c'était je me fige, il se passe plus rien. Je suis déconnectée. Quoi qu'il se passe autour, je suis juste une statue. Vraiment, il était stoïque, une tension musculaire énorme et il ne se passait plus rien. On n'avait pas d'allaitement, on n'avait pas forcément une pupille dilatée. On était juste en état de catatonie. Et il mettait des heures à s'en remettre. Mais vraiment des heures à s'en remettre. Et j'ai d'autres chiens qui vont plutôt vocaliser d'avant en arrière d'une fenêtre à une porte, par exemple, si les bruits sont extérieurs. Ou parfois, au contraire, pour sortir, parce que les bruits sont intérieurs et sont trop difficiles. Donc ça aussi, il faut qu'on essaye de jauger ce qui se passe à ce moment-là. J'ai beaucoup de chiens. Pourquoi? Comment? Il y a des bruits en intérieur. J'ai d'ailleurs le bruit dans un appartement d'une tuyauterie qui est trop difficile pour le chien. Il a besoin d'aller dehors. C'est quelque chose qui peut être vraiment difficile, surtout quand on n'a pas d'extérieur. Donc voilà, ça peut être en tout cas des petites indications à ce moment-là. On peut aussi avoir, dans d'autres cas, du coup, un chien qui va essayer de fuir et puis qui peut se défenestrer. J'en ai quelques-unes en suivi de chiennes qui se sont déjà défenestrées à cause de bruit, dans un contexte difficile parfois, et parfois juste dans un contexte familier. Le bruit, le retentissement d'une sonnerie trop difficile a amené à ce que la chienne se défenestre. Donc c'est hyper important de les sécuriser, du coup, au maximum pour éviter ces situations-là, qui malgré tout, si elles arrivent, voilà, ne pas se culpabiliser, c'est difficile. C'est vraiment difficile dans ces cas-là de se dire je suis pas responsable de ça, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Malgré tout, c'est arrivé et comment je vais faire après. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez le besoin en tout cas, de vous faire accompagner dans ces comportements qui sont tout de même assez intenses, qui peuvent être dangereux. Dans ces cas-là, cherchez l'aide. En tout cas, essayez de trouver l'aide dont vous avez besoin. Du coup, on peut avoir ces chiens qui se figent, s'ils peuvent pas fuir. C'était le cas d'Irus, vu que l'intérieur et l'extérieur étaient difficiles. Je me suis d'ailleurs toujours demandé si le problème d'Irus était une réactivité aux humains ou la voix des hommes, et ou les deux. Je n'aurais pas cette réponse, malheureusement. Je me demandais si parfois il avait juste pas associé ce visuel à la voix humaine, parce que la voix humaine était absolument horrible pour Irus. La voix d'un homme, horrible. La voix des femmes, par contre, ça commence à beaucoup mieux aller avec le temps. Ceci dit, la voix des hommes, pas du tout. Mais il avait un historique très fort et très négatif avec les hommes depuis ces 3 premières années, avec un manque de social, enfin voilà, de diverses choses qui faisaient que. Donc là, il voulait fuir pour rentrer à la maison, qui semblait en tout cas un petit peu plus sécuritaire. Néanmoins, quand il était dans la maison, qu'il y avait un bruit trop difficile, je pense à un bruit de télé avec une voix d'homme par exemple, il voulait juste plus rien faire en fait.
Ça, c'était trop difficile. D'ailleurs, ça peut faire sourire certaines personnes qui peut-être ne comprendront pas cette approche, mais j'ai écouté pendant, j'allais dire des mois, mais c'est faux, des années, ma télé ou une série avec des écouteurs. C'est ok de gérer l'environnement pour son chien, de se retirer une charge mentale de travail. Et d'ailleurs, c'est la question à se poser, mais est-ce qu'on aurait vraiment pu travailler sur ce point? Clairement, je ne pense pas dans l'état d'Irus, mais c'est totalement ok de gérer au maximum comme ça l'environnement, de trouver des petites choses pour nous soulager. Et moi, ce qui pouvait me soulager de ces moments-là, et lui le soulager par conséquent, c'est de pouvoir juste écouter une émission, un podcast, une vidéo YouTube, peu importe. S'il y avait une voix d'homme, et ça je pouvais pas l'anticiper, il fallait que je porte des écouteurs. Donc j'avais des écouteurs et c'était ok. Je sais que parfois on peut se dire, on est juste en train de fuir ce problème. Non, on est juste en train de préserver son chien, de consolider le lien qu'on a avec lui ou qu'on est en train de créer, mais en tout cas de garder cette sécurisation qu'il a pour ensuite aller beaucoup plus loin. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que par la suite, les voix de femmes, c'était absolument ok. Et d'ailleurs, j'ai une consoeur qui a pu le rencontrer. Quand il l'entendait ensuite, quand on était en visio, c'était genre, oh, mais trop bien, mais elle, je l'ai déjà vue, mais elle est restée à distance, et pas une très très grande distance d'ailleurs. Ça a été hyper cool pour lui. Et du coup, de l'entendre, ça lui provoquait juste des émotions cool à ce moment-là. Donc, ça peut vraiment être évolutif. C'est pas parce qu'à l'instant T, vous sortez tout un attirail de choses, de fermer les volets, peut-être mettre, si vous n'avez pas de volets, des films plastiques pour essayer d'opacifier, parce que parfois, on a aussi cette association avec quelque chose qui est visible aussi. Donc, parfois, ils ont vraiment bien associé les deux. Ils sont très forts aussi pour faire ça. C'est totalement ok de sortir ces bruits blancs ou ces musiques. Peu importe. Je parlais de Pixel, par exemple, qui lui était bien dans le garage. Une autre chienne, elle est très bien dans les toilettes. J'en ai un autre qui va dans la salle de bain. Il a besoin de ça quand il y a du vent. C'est totalement ok de faire ça dans un premier temps et de peut-être continuer à faire ça par la suite et de moins en moins longtemps, de moins en moins souvent parce qu'il gagne en compétences et que parfois on n'a vraiment pas besoin d'aller plus loin que ça. Néanmoins, j'insiste vraiment qu'il faut que ce soit amené de façon précise avec le moins de risques possible parce qu'on peut vraiment absolument tout casser. Et c'est vrai que parfois quand on arrive après de multiples tentatives, ça peut être très 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 difficile d'intervenir et finalement de répondre aux attentes des personnes qui parfois peuvent être rapides parce que c'est une problématique qui peut être longue, comme Pixel qui était un cas tout de même assez important. Ça a mis un an et il y a sans doute des petites choses qu'on peut encore améliorer au quotidien, mais là éthiquement c'est clairement correct les conditions de vie qu'ils ont à ce jour. Donc pour moi en tout cas, on pourrait presque en rester là, juste optimiser les petites choses qu'on est en train d'optimiser à ce jour, mais c'est pas forcément un suivi qui aura besoin d'aller plus loin par la suite parce que sa gardienne elle a les outils à ce jour pour l'aider à se remettre. Lui-même se remet beaucoup plus vite, c'est un chien beaucoup plus optimiste maintenant. Enfin c'est un chien génial d'ailleurs, je précise, je le dis. Mais voilà, c'est important de vraiment mettre les choses en place au bon moment parce qu'on peut vraiment casser des outils indispensables finalement par la suite et se retrouver avec moins de possibilités d'agir parce que presque tout aurait été essayé et je serais juste comment je vais réussir à faire quelque chose. Donc de vraiment pas tout tenter de ce que vous aurez entendu dans ce podcast. C'est-à-dire je vais me jeter sur cette playlist là, j'ai tout lui faire écouter alors que c'est trop difficile pour lui. Ça peut vraiment nuire à un travail professionnel par la suite si vous en avez le besoin. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire et effectivement je rebondis sur ça. Alors, ce que je vais dire, c'est très modeste, hein, mais si on se spécialise dans une problématique, c'est pas pour rien. Donc effectivement, j'insiste aussi là-dessus. S'il vous plaît, là, cet épisode, il est là pour vous permettre déjà de savoir qu'il y a des pros qui sont spécialisés dans la sensibilité au bruit, déjà qu'ils existent et que vous pouvez avoir de l'aide, mais également qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées et que votre chien peut aller mieux. Sauf que, effectivement, ne faites pas votre popote dans votre coin en vous disant « Oh super, on a écouté le podcast de Céline, c'est bon! Allez, hop, dans 3 jours c'est résolu. » Alors, non, déjà, je vais insister sur le « dans 3 jours c'est résolu » d'ailleurs, je vais insister là-dessus juste après, mais des fois, se faire aider, c'est gagner un temps considérable. Vraiment. Juste, vous n'allez pas forcément dépenser des milliers d'euros, vous n'allez pas y passer forcément 6 ans et demi, mais vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin pour avancer le plus vite possible avec une éthique de travail qui sera adapté à votre chien, et ça pour moi c'est hyper important, donc merci d'en avoir parlé. Je rebondis justement sur ce que je viens de dire précédemment sur le fait dans 3 jours, parce que à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des vidéos un petit peu, est-ce que je vais trouver un mot poli pour dire ça, des vidéos où on montre des avant-après, où on a l'impression qu'en 12 secondes top chrono, le chien il a été réparé, parce que le chien est une voiture dans cette vidéo-là, il a été réparé, on a mis 2 coups de clé à molette et c'est bon, il va mieux. Je tiens à insister sur ce que tu as dit Aurélie plusieurs fois dans cet épisode, sur le fait que ça a pris X mois, que pour tel chien ça a pris 1 an. Juste, je pense que c'est important d'insister là-dessus parce que personnellement, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pros ou pas, mais en tout cas qui pourraient potentiellement avoir vécu la même chose que moi, il y a un moment donné dans mon parcours où j'ai vécu un syndrome de l'imposteur qui a touché le plafond, justement parce que j'avais l'impression que j'allais pas assez vite.
dans un monde où tout va toujours trop vite, je me disais, ouais mais attends, mais la problématique de ce chien, ça fait 3 semaines et c'est toujours pas résolu, mais mon Dieu, c'est terrible. Et du coup, je m'en voulais beaucoup de ne pas avancer aussi vite que je voudrais, en sachant que pour les personnes qui dormiraient au fond de la classe et qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, je suis spécialisée en l'occurrence dans l'entraînement aux soins, donc j'accompagne des chiens avec des problématiques parfois lourdes, voire très lourdes, avec des problématiques, avec des comportements agressifs, parfois vis-à-vis des professionnels de santé par exemple. Et donc non, on ne peut pas résoudre tout ça en 3 semaines de temps, c'est impossible. Ou alors, est-ce que c'est impossible? Je vais pas dire ça, mais en tout cas, éthiquement parlant, ce serait parfaitement dégueulasse. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Donc, je tiens à insister là-dessus, sur le fait que si ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, ou voire 1 an, voire plus, c'est ok. C'est normal, c'est du vivant, on ne répare pas le vivant, d'ailleurs on ne répare pas le vivant, hein, insistons sur cette phrase, mais on n'accompagne pas le vivant comme ça en 3 semaines de temps avec 3 coups de clé à molette. Et j'aime bien garder en tête l'idée qu'un arbre, même des années, voire des centaines d'années à pousser, est-ce qu'on peut peut-être autoriser à nos chiens de prendre quelques mois pour aller mieux? Ça pourrait être pas mal de s'autoriser aussi à prendre le temps. Donc voilà, j'insiste aussi sur ça. Également parce que je pense que des personnes vont se poser la question. Alors, petite parenthèse, rien à voir avant ça, mais on va vous mettre des noms du coup de psychologues en description, hein, pour que vous puissiez avoir des personnes vers qui vous tournez si vous en avez besoin, en sachant que bien entendu, ce ne sont que les personnes en qui nous on a confiance. Ça ne veut pas du tout dire que ce sont les seules personnes en France qui font ça, bien entendu, mais comme ça au moins vous avez quelques noms qui peuvent vous accompagner à distance si vous ne savez pas vers qui vous tournez pour commencer. Voilà, petite parenthèse étant dite. Mais également, je te pose la question parce que je suis sûre que des personnes vont se la poser aussi par rapport aux petites chiennes dont tu m'as parlé, qui donc se sont défenestrées. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, rassurer les gens quant au fait que ces petites chiennes ne se sont pas jetées du 16e étage et sont en vie aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a des personnes qui pourraient peut-être avoir mal compris ou s'inquiéter de la santé de ces chiennes, donc ça serait peut-être bien de les rassurer sur ça. Oui, alors ces 2 petites chiennes vont bien à l'heure actuelle. Malheureusement, ça n'a pas été sans séquelles pour l'une. C'est vraiment du coup important de prendre en compte parce que la sensibilité au bruit, finalement, elle est présente depuis très 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 longtemps. J'ai décidé d'aller vers ça parce qu'Irus m'y a amené, mais avant, à aucun moment, je me serais dit, mais est-ce que c'est possible qu'un chien soit sensible au bruit? Alors que moi-même, je déteste les bruits de la ville. Le savoir nous permet de mieux les sécuriser, de mieux comprendre ce qui se passe, pour peut-être ne pas vivre ce genre de situations qui sont juste terribles à vivre. C'est énorme d'angoisse, c'est horrible. Elles vont bien, il y en a une qui a eu malheureusement quelques séquelles, mais qui va bien, qui mène une vie totalement correcte, avec laquelle, et même desquelles, j'espère, on avancera par la suite. C'est des suivis assez récents, donc voilà, on en revient, ça prend du temps, ça prend vraiment du temps, et dans un premier temps, ce travail d'apaisement global qui est un socle super important, et j'insiste, peut vraiment prendre des mois. Merci beaucoup pour tout ça, je pense qu'on pourrait encore parler de tout pendant des heures. Alors, pour la petite anecdote, depuis tout à l'heure, discrètement sur ma main, je suis en train de noter des choses auxquelles il faut que je pense pour rebondir. Je suis en train de me tatouer toute la main et tout l'avant-bras, c'est ridicule au possible. C'est ridicule au possible. Donc là, je suis présentement en train de lire ma main pour m'assurer que j'ai bien posé toutes les questions que je voulais poser, en tout cas rebondi sur toutes les choses qui me semblaient super intéressantes, donc autant dire à peu près tout, concrètement. J'avais une petite question tout à l'heure par rapport à l'utilisation d'un bruit, d'un son, d'une musique. Personnellement, avec Rune, quand elle était bébé, elle avait beaucoup de mal à se poser, donc j'ai associé une musique à des temps de calme, à des temps d'apaisement, à des activités douces, comme par exemple une petite mastication, un petit liquimat. Est-ce que pour toi c'est ok de venir essayer d'associer, alors je vais dire ça un peu de façon pas très élégante, mais d'associer de façon artificielle, entre guillemets, même si c'est pas le terme, mais je simplifie, hein, me tapez pas dessus les gars, d'associer de façon artificielle un son à des activités apaisantes pour que par voie de conséquence ce son devienne positif? Est-ce que tu penses que ça peut avoir du sens, ou est-ce que c'est pas forcément pertinent, et si oui, pourquoi? 1000 fois oui. 1000 fois oui. Après, bien que ça va dépendre aussi de l'individu. Est-ce que c'est ok pour l'individu d'entendre ce son? Toujours de questions à se poser en amont. Néanmoins, c'est quelque chose que j'ai fait dans tous les accompagnements chiots, de créer cette bulle sensorielle, avec très souvent du coup cette musique. Parfois, on peut utiliser d'ailleurs le tapis relax. On va venir travailler ça avec le chien. C'est absolument ok pour moi de vraiment créer cette bulle, même sur des chiens qui n'ont pas forcément de sensibilité au bruit. Effectivement, c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle de chiens qui ont malheureusement cette sensibilité et qui la portent au quotidien et sur lesquels, elles pèsent au quotidien. Mais ceci étant, effectivement, tant qu'à faire, si on peut faire en sorte que le chien n'ait pas besoin d'en arriver au stade de déclencher sur des bruits ou d'être sensible à ceux-ci, bah c'est plutôt pas mal, et ça me fait rebondir sur ma propre spécialité qui est l'entraînement aux soins, où je rappelle aux gens que tous les chiens seront soignés un jour, et que tant qu'à faire, si on peut préparer le bébé chien qui n'a pas de problème de manipulation, plutôt que de devoir ensuite essayer de récupérer 4 ans de manipulation compliquée avec un chien adulte,
bah tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Alors attention, ça ne veut pas dire que là, ça y est, vous avez un chien adulte, oh zut, flûte, il est cassé, je vais le jeter à la poubelle, en reprendre un autre. Bien sûr que non, bien sûr qu'on peut avancer avec des chiens de tous âges. Du coup, si là, aujourd'hui, vous avez un chien qui a des sensibilités au bruit, qui est réactif au bruit, bref, que vous trouvez qu'avec le bruit, c'est pas marrant. Bref, par un biais ou un autre que ça va pas, même si votre chien est adulte, voire âgé, s'il vous plaît, ne partez pas du principe que ça y est, votre chien est définitivement cassé et qu'on peut plus rien faire pour lui. J'avoue que j'exècre cette idée qui dit que, en gros, le chiot apprend vite et le chien adulte apprend plus bien, et du coup, bon, ouais, c'est bon, on va pas se faire chier avec, après tout, il est vieux, enfin, on peut s'emmerder avec ça. Bah, si. si, vous allez vous casser la tête pour votre chien âgé, tout pareil, c'est pas un problème, et même il va peut-être vous surprendre et avancer très très vite aussi, ce petit chien âgé. Donc voilà, petite parenthèse s'il en est, mais si vous avez besoin d'être accompagné, si vous estimez que votre chien est confronté à cette problématique au quotidien, eh ben, allez-y, faites-vous aider, et peu importe l'âge de votre chien, on peut trouver des solutions. Et encore une fois, je dis on, bon, je parle au nom d'Aurélie en l'occurrence, parce qu'encore une fois, moi j'accompagne pas cette problématique, mais des solutions peuvent être trouvées vraiment, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en profite, je rebondis concernant l'âge du chien. C'est vrai que là, j'ai parlé pour les chiots parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dès le début. C'est hyper important d'avoir une zone sécuritaire quand on est chiot. La sécurité, se sentir en sécurité, c'est le plus important. Donc, n'hésitez pas. Et pareil pour les chiens âgés. Avant Irus, j'ai eu mon chien Nelson. On aurait pu dire qu'il avait une sensibilité au bruit. Elle était clairement corrélée à des problèmes de santé. C'était un chien très âgé, entre 15 et 17 ans. Un chien avec beaucoup de douleurs, avec des déformations, qui avait un cancer de toute façon généralisé. Un sarcome au niveau du dos, donc il avait vraiment ces déformations au niveau des pattes, ces difficultés, des douleurs quotidiennes, même si elles étaient prises en charge. On était sur un chien qui du coup devenait sensible au bruit de son environnement et aussi qui ne voulait plus rester seul sans autre chien. Ma chance était que j'avais un autre chien qui, bien qu'il avait beaucoup de, j'allais dire de chance, mais c'est horrible d'utiliser ce mot, mais finalement il y a beaucoup de facteurs qui pouvaient prédisposer à une anxiété de séparation. La sensibilité au bruit peut être corrélée à l'anxiété de séparation. Et on a une super professionnelle qui est Anaïs de Tout, qui prend les deux en charge. Hein. C'est vraiment ces personnes vers qui se tourner quand vous avez les deux. C'est absolument pas quelque chose dans lequel je suis compétente. Je tiens vraiment à le signifier pendant le podcast. Si jamais on se dit, bah tiens, mon chien s'est pas resté seul, il est sensible au bruit, peut-être que cette personne peut m'aider. Absolument pas. Je suis absolument pas compétente pour ça et je préfère vraiment le dire. Et pour Nelson, juste cette chance de se dire, ok, bon, il veut plus être seul, mais la présence d'Irus suffit. Irus, bien qu'il soit sensible au bruit avec plusieurs pathologies chroniques, etc., lui savait être seul et se sentait très bien avec Nelson. Tu bah lui, bah juste, bah il est là, bah c'est très bien, je suis très bien. Et du coup, tout le monde avait parce que Nelson a bénéficié. À aucun moment, je me suis dit, quand j'ai créé cette bulle de sécurité Irus, ça va profiter à Nelson. Mais à absolument aucun moment, j'ai eu cette réflexion-là. Néanmoins, cette bulle a profité à Nelson. Donc, je recréais tout ça quand il y avait trop de bruit à l'extérieur. Et Nelson était pareil, il se détendait. Ça lui a permis finalement de pouvoir ne pas être sensible au bruit. En tout cas, quand je mettais ça, de pas réagir au bruit de l'environnement. Lui était d'ailleurs plus dans les vocalisations. C'est pas un vrai travail comme on l'entendrait, hein. J'entends que certaines personnes vont dire que c'est pas un travail. Néanmoins, c'est ce qui a permis à mon chien d'être confortable sur ses derniers mois de vie et pour moi, c'est absolument ok. Et parfois, il est possible que sur un chien âgé, on se dit juste, on va tenter ça et on va pas plus loin. J'insiste toujours sur cette notion de, on n'est pas obligé de travailler comme des acharnés. Très souvent, j'ai des humaines qui ont déjà une charge mentale colossale d'accompagner ce type de profil de chien avec des maladies chroniques. Venir ajouter un travail actif dessus, parce que finalement, on est plutôt dans un travail passif, entre guillemets, c'est ingérable pour les personnes, pour les chiens, c'est juste pas possible. Et c'est pas du tout ce vers quoi moi je souhaite aller dans mes accompagnements. Ah, c'est très intéressant tout ça. Alors, par rapport à Anaïs, si tu nous écoutes, si tu nous entends, on te fait plein de bisous. Effectivement, moi aussi, je recommande, mais plus Anaïs pour les problématiques autour de l'anxiété de séparation, de la détresse d'isolement. Donc, c'était trop chouette que tu parles d'elle aussi. Et justement, ça me permet de rebondir sur ça, tu parlais tout à l'heure de lien entre sensibilité au bruit et problématiques de santé. Là, tu parles de sensibilité au bruit et d'anxiété de détresse d'isolement. Donc, on peut avoir des liens entre ces deux problématiques-là. Est-ce que tu as constaté également d'autres problématiques annexes qui sont qui peuvent être connectées, pas généralement, mais qui peuvent être connectées à la sensibilité au bruit? C'est vraiment une super question et parfois je me dis est-ce qu'elle est connectée ou est-ce qu'elle était là avant parce que parfois on a du mal à savoir. Il y a malheureusement pas encore assez de ressources scientifiques à ce sujet. On en a sur du coup les problèmes de santé, ça on le sait, ostéo-articulaire, c'est assez documenté. On a sur les troubles digestifs où on commence à se rendre compte que oui, le microbiome a un impact, en tout cas un problème entre guillemets de microbiome intestinal a un impact sur les comportements du chien, dont la sensibilité au bruit. On a une revue qui est
pas si ancienne que ça, sur la douleur ou les maladies chroniques sur l'impact que ça va avoir sur le comportement. On a ce type de choses qu'on arrive à mettre en liaison. Néanmoins, concernant la sensibilité au bruit, à ce jour, de ce que j'ai lu, qui n'est pas une vérité absolue, je ne connais pas d'autres, d'autres choses qui pourraient être reliées, en tout cas sur lesquelles on est documenté. Ce que je vois néanmoins très souvent dans les accompagnements que j'ai, c'est une réactivité humaine ou à l'environnement global, finalement, où on est vraiment sur des troubles anxieux. Ça, c'est quelque chose que je vois néanmoins au quotidien. Est-ce que c'est lié? Voilà, c'est la question à se poser. Toujours cause-conséquence, toujours assez difficile de savoir, de démêler un petit peu tout ça. Je préfère rester, pas évasif parce que c'est pas le mot, mais en tout cas ne pas prendre position dessus, ne pas donner de réponse claire parce que malheureusement, j'en ai pas. Ouais, carrément. Et puis effectivement, c'est... alors, je l'ai déjà dit, mais ça fait partie des 75 000 choses qui font que je t'aime beaucoup en tant que personne, en tant que professionnelle. C'est aussi ta mesure dans ce que tu viens apporter, avec beaucoup de «ça dépend», qui est ma phrase préférée au monde. Je pense que je vais me la tatouer sur la fesse droite dans pas longtemps. Donc ça dépend de pouvoir dire je suis pas sûre, et de mettre en avant de la nuance dans tout ça, et de la mesure pour les personnes qui ont écouté l'épisode précédent. Mais effectivement, c'est intéressant aussi de venir questionner, alors sans savoir qui entre la poule et l'œuf sont arrivés en premier, mais en tout cas de se dire que peut-être si vous avez un chien qui présente une potentielle réactivité aux humains ou une réactivité à l'environnement, de vous questionner est-ce que c'est bien ça le problème, ou est-ce que, comme en l'occurrence Cyrus, est-ce que c'est pas forcément ça le problème, est-ce que c'est peut-être une sensibilité au bruit qui est sous-jacente et que qu'on n'arrive pas forcément à cerner au départ. Donc oui, je trouve ça super intéressant, mais comme toujours, et ça je pense que ça peut être ça pourrait être le point d'orgue de tout notre entretien, en fait, parce que je sais qu'on a exactement la même vision du chien sur 1 million d'aspects, mais en particulier celui-là. 1 million, c'est beaucoup, mais quand même. Sur cet aspect-là en particulier, c'est de se dire, ça dépend, en fait, ça dépend de l'individu, ça dépend d'un milliard de choses différentes, donc moi c'est ok que tu fasses preuve de cette mesure-là, au contraire, en fait, au contraire. Ne vous dites pas, s'il vous plaît, que parce que ça y est, votre chien a une sensibilité au bruit potentiel, alors ça y est, il va faire de l'anxiété de séparation, il va être actif face aux humains, il va avoir des problèmes de santé. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. Heureusement, presque, heureusement, parce que moi qui ai une sensibilité au bruit, je me dis que du coup je suis morte demain, au rythme où ça va. Donc non, c'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Non, c'est juste de savoir qu'il y a des facteurs de risque. Ça aide à être proactif. Non pas à s'inquiéter, mais plus à être proactif. D'avoir cette démarche de dire, bon, il a l'air plutôt sensible à ça. Est-ce que peut-être il a une douleur? Est-ce qu'il a un inconfort quelque part? Et que du coup, pouvoir le traiter le plus tôt possible est la meilleure des choses à faire. C'est clairement s'enlever une épine du pied, et parfois le problème n'est plus là. Je pense par exemple à Moon, la petite border dont j'ai parlé, qui a une super gardienne vraiment, mais absolument géniale, qui était suivie du coup pour une réactivité à ce qu'elle pensait pendant quelques temps. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais est-ce que c'est pas le bruit? Et il faut que je trouve une solution. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, parce que pourtant on est sur un secteur géographique très proche, mais on ne se connaissait pas. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, et que je me suis dit, ouais, je veux bien faire un bilan et voir. Et dans cette optique de me dire, je fais ce bilan, je ne suis pas sûre. Et dans ces cas-là, je fais le bilan, mais je m'en vais, je dis que je suis pas sûre, je ne fais pas régler, parce que ça, c'est quelque chose qui est absolument contraire à mon éthique, c'est de m'assurer que ce problème rentre bien dans mon expertise, entre guillemets, que je puisse l'accompagner. Et il s'avère que oui, j'avais vraiment beaucoup d'éléments qui montraient que c'était plutôt les bruits, mais également beaucoup d'éléments qui montraient qu'un problème de santé était corrélé, et qu'il fallait vraiment mettre le doigt dessus pour pouvoir avancer. Et bien que sur ce problème de santé, on ait quelques rechutes à ce jour, et c'est normal, on est dans une prise en charge qui est très récente. Tout ne peut pas s'améliorer du jour au lendemain quand ça fait plusieurs mois que ça dure. C'est pas possible. Mais néanmoins, on a gagné tellement de choses. On est sur une chaîne beaucoup plus optimiste, sur une chaîne qui n'est absolument plus dans cette démarche de «Ah mon Dieu, c'est un truc nouveau, mais c'est absolument horrible, je recule, je m'en vais, je veux pas en entendre parler», mais plus un petit peu plus curieuse, qui se dit «Oh mais c'est peut-être pas si mal que ça, je veux bien interagir avec», qui trouve ça finalement rassurant, mais aussi très intéressant, qui a envie de participer, qui trouve ça super cool. Donc on a vraiment beaucoup évolué. Puis on a certains chiens où vraiment il y a juste une sensibilité au bruit. Suite à un événement, j'ai eu un chien ado, vraiment avec des gardiennes absolument géniales, qui faisait attention à absolument tout, mais qui malheureusement a entendu un bruit à un moment de l'adolescence, qui est comme une période plus sensible. Et il y est sensible. Il y est sensible, et c'est devenu une phobie, et on travaille du coup dessus. Et il n'y a pas d'autre chose associée. Il n'a pas de problème de santé, il n'a pas d'anxiété de séparation. Et d'ailleurs, Irus, qui cumulait tous les problèmes de santé, qui est vraiment digestif, de peau, parce que du coup, lui faisait du reflux chronique suite à son stress chronique. Donc c'était vraiment une conséquence, c'était pas la cause. Donc on avait cet aspect digestif aussi, mais on avait aussi cet aspect hormonal. Et était vraiment un super candidat pour l'anxiété de séparation. Et il ne l'avait pas, mais absolument pas.
au contraire, c'était encore mieux quand il y avait pas d'humain dans la maison. Donc il était hyper sécure parce qu'au début, il était bien plus en sécurité dans la maison quand je n'y étais pas. C'est vraiment, là, j'ai pu parler sur des cas assez «extrêmes» entre guillemets, parce que j'ai trouvé hyper intéressant dans la manière dont on avance, les problématiques associées qui sont, enfin, c'est des cas complexes que j'adore vraiment. J'adore ces suivis au quotidien mais il y a des cas beaucoup plus simples. Il y a vraiment des cas beaucoup plus simples où parfois on a vraiment juste une sonnerie de téléphone qui va pas ou ce bruit, là de télécommande qui se pose sur le meuble. Voilà, donc il y a des cas plus simples. On n'est pas sur une dramatisation en tout cas, vraiment pas, mais plus sur une sensibilisation sur ce que ça pourrait être et de se dire: «Bon bah OK, bah il se passe pas ça, bah tant mieux, il a pas de problème de santé, bah c'est plutôt cool et il y a que ça». Mais juste de pouvoir le savoir. Et d'ailleurs, je me disais que peut-être, j'espère que ça va pas être une digression, mais juste de différencier une réaction normale au bruit versus la sensibilité au bruit, de pouvoir montrer ces points qui pour moi sont importants, parce que je fais très souvent des collectes de données quand malheureusement j'ai pas forcément de données en amont, ou en tout cas c'est pas la précision que je recherche, j'ai besoin de plus d'infos, de plus de support pour pouvoir avancer. On va avoir l'intensité des réactions qui va donner un indicateur. Comme j'ai dit, peur versus phobie, on a clairement un indicateur. Irus, on était, il y avait pas de doute sur le fait que ces réactions étaient disproportionnées. On était sur une intensité énorme. On va voir la fréquence des réactions. Est-ce que c'est régulier? Donc ça, c'est hyper méga important de prendre des notes pour savoir est-ce que ça arrive une fois par semaine ou est-ce que ça arrive 10 fois dans la journée ou plus. Pixel, on était sur des déclenchements, oui, énormément de déclenchements au quotidien. Je ne suis plus sur une journée, mais il me semble que sur un autre chien, on avait dépensé la centaine de déclenchements jour et nuit. Donc ça va aussi nous donner un indicateur. Si c'est qu'une fois par semaine, est-ce que c'est réellement une sensibilité au bruit? Est-ce que c'est juste une réaction normale? Ouais, c'est des questions à se poser. La capacité à s'en remettre, et je trouve un excellent indicateur, à passer à autre chose, c'est hyper important. Est-ce que juste il entend le bruit, c'est difficile, et il s'en remet, ou juste il entend le bruit et il met des heures, des semaines à s'en remettre? Parce que je ne compte pas le nombre de chiens que j'ai en suivi qui entendent un bruit, on pense que ça va après, ça ne va pas. On est juste sur un chien qui a pris sur lui, qui se repose, qui essaye de se remettre comme il peut. Et après, on a des répercussions pendant des semaines ensuite sur diverses choses, comme oui, les capacités sociales. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve très souvent en suivi. J'ai pas de documentation dessus, hein. C'est vraiment juste une observation personnelle dans les suivis que j'ai. Mais de chiens qui d'un coup vont être hyper méga intolérants. Là, ça s'est mal passé, il y a eu l'orage, il a duré trop longtemps. Il y en a peut-être deux dans la journée, c'était horrible. Pendant une semaine, ils vont juste pas être ok avec les interactions sociales. Principalement chiens, mais aussi humains. Parfois, juste non, ils ont pas envie, ils veulent juste être tranquilles, se reposer, essayer de se remettre comme ils peuvent. Et on va aussi avoir du coup, comme là j'ai pu en parler, l'impact de cette réaction au bruit sur le chien. Cet effet d'empilement qu'on peut avoir. Tout en gardant en compte que c'est déjà un effet d'empilement finalement d'avoir un problème de santé chronique. Donc faut déjà prendre ça en compte. C'est vrai que chez Truffe, l'accompagnement est très différent d'un chien qui n'a pas de pathologie par exemple, qui est juste sensible à un bruit en particulier. Chez Truffe, je prends déjà en compte que on est sur une maladie chronique qui n'est absolument pas stable, qui peut repartir dans des crises assez importantes. C'est hyper important que je prenne en compte cette partie de l'iceberg qui est énorme chez elle sur ses réactions au bruit. Je peux pas juste me dire bon bah elle a juste réagi là au bruit des cloches aujourd'hui, c'était pas si grave, bon elle va s'en remettre, elle décompresse, elle se repose. Non, je prends vraiment en compte tout le reste, finalement cette approche globale pour l'aider au maximum à décompresser, à se remettre, être sûr que là vraiment c'est passé avant de me dire bon bah on va peut-être aller en ville, ça lui ferait plaisir de voir des copains quoi. Chez elle non, c'est pas quelque chose d'envisageable. Je me suis retenue de rire très fort parce que ça pue le mauvais plan quand même. Allez, Oui. bon, on va aller à côté d'un terrain de cartes et puis on va avoir des gars faire du karting, ça va être super. Ça va être trop chouette. Ça va être trop bien, on va adorer. Non, c'est pas du tout une digression et je pense que c'est hyper important effectivement d'en parler, de justement faire la distinction parce que effectivement si vous écoutez cet épisode et si vous êtes là, si vous avez écouté l'épisode jusque-là, franchement, je suis fière de vous. D'accord. Je suis fière de vous. Et donc, vous avez complètement le droit de nous commenter trompette en commentaire, histoire que les gens comprennent rien du tout à ce qu'on est en train de commenter. Parce que ça veut dire que vous faites partie des guerriers absolus et des guerrières absolues qui êtes là depuis plus d'1h30. Donc, on est fiers de vous. Toujours est-il que, effectivement, si vous avez écouté tout ce qu'on vient d'aborder ensemble, c'est pas parce que votre chien, le jour où le coq du voisin s'est mis à brailler une fois et que votre chien aboie, ça ne veut pas dire que votre chien fait de la sensibilité au bruit. C'est pas non plus parce que votre facteur est arrivé pour vous déposer un collier et que votre chien il fait il est super fâché qui fait une sensibilité au bruit, d'accord? C'est pas aussi simple, s'il vous plaît, ne tombons pas effectivement dans le point de vue catastrophiste à se dire que oh mon dieu, mon chien il a eu le malheur d'aboyer parce qu'on a éternué une fois qu'il a eu peur et oh mon dieu, ça y est, il va devenir traumatisé des bruits. Non, c'est pas aussi simple. Heureusement qu'on n'a pas des chiens qui tous les jours sont en PLS à chaque bruit, c'est pas aussi simple et heureusement d'ailleurs. Donc c'est super important.
En vrai, on pourrait aborder ce sujet-là, on pourrait parler encore pendant 3h30. Je sais qu'on est capable, toi et moi, de faire ça. Je le sais, je nous surveille parce que on pourrait faire ça encore très très longtemps. Ce que j'aimerais bien te proposer, c'est déjà, est-ce que tu aurais, entre guillemets, une dernière chose qui tiendra à cœur de partager autour de cette thématique? Et aussi, après ça, pardon, je t'ai coupé la chic en plus. Y a pas de Et souci, aussi, j'adorerais que tu nous partages, je sais pas, un moment que tu trouves très doux dans ton accompagnement ou quelque chose qui fait que quand tu accompagnes la sensibilité au bruit, pardon, j'arrive plus à parler, ça y est, il y a des choses qui te font vibrer, des choses qui sont très douces, par exemple, pour te donner un exemple concret, soit un cas concret, un chien que tu as accompagné qui t'a particulièrement touché, ou une situation générale qui à chaque fois te fait vibrer. Je pense par exemple dans mon cas à l'entraînement aux soins, quand on travaille en soins coopératifs, ce qui me touche particulièrement, c'est quand le chien quitte sa posture de consentement et qu'il prend conscience qu'il a du contrôle en faisant ça et que pendant quelques séances, il fait exprès de descendre tout le temps et de quitter la posture en permanence. Alors, ça pourrait frustrer les humains, mais non, parce que je les ai prévenus que ça allait se passer comme ça. Mais c'est trop beau de voir le chien avec un œil malicieux et beaucoup de décontraction corporelle descendre en permanence et quitter sa posture de consentement pour dire « Eh ben j'ai compris, est-ce que là t'as compris la règle du jeu? Est-ce que toi aussi tu vas arrêter le soin pendant que je descends ?» Donc moi ça me fait particulièrement vibrer. Est-ce qu'il y a des choses qui te font vibrer? Tellement. Et tu vas voir que les deux vont se rejoindre parce que c'est vrai que j'ai pas trop parlé de cet aspect de résilience, bien qu'on ait parlé de pas mal de choses qui s'en rapprochent. Mais c'est vrai que la résilience chez le chien, je voulais vraiment insister sur le fait que ce soit pas quelque chose de figé, qui peut vraiment continuer de se construire au quotidien. Et l'optimisme aussi, bien que le chien peut être profondément pessimiste, on peut venir travailler là-dessus, mais toujours en prenant des précautions parce que si on est sur un chien qui, dans son quotidien, tout est difficile, toute nouveauté est difficile, c'est vraiment à prendre avec des pincettes pour venir travailler cet aspect-là. Mais néanmoins, il est hyper important parce qu'on va amener une base solide, on va construire des moments de joie au quotidien, des expériences qui sont rassurantes, qui sont bénéfiques pour le chien. Au-delà d'être rassurantes, il faut vraiment que ces expériences-là soient quelque chose de super cool, qu'il aime bien, ça lui a fait plaisir. Je pense à Moon qui a joué avec la muselière, elle était trop contente quand elle a pris la lanière et tout, elle était super contente. On parle d'une chienne qui ne supporte pas ce qui va s'approcher d'elle, qui n'aime pas la nouveauté, qui était en plus à avoir mal au ventre. On était quand même sur une très mauvaise conjoncture ce jour-là où je me suis dit est-ce que je lui monte pas, et en fait c'est quand même une chienne qui ne voulait pas approcher mon sac, qui ne voulait pas voir ce qui en sortait. D'elle-même elle a été voir la muselière dans le sac, c'est elle-même qui a pris l'initiative d'aller voir dans le sac, y mettre sa tête. On parle d'une chienne sensible au bruit, une border, donc les prédispositions génétiques qui sont présentes, dans un moment de douleur à ce moment-là, qui s'est juste dit « Oh mais ça a l'air fun ça, je vais aller voir ce qui se passe !» C'est génial, c'est génial. Sur quelques mois auparavant, on était sur une chienne où si je bougeais mon sac, je dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va en sortir ?» Je suis absolument pas à l'aise avec ça. Donc c'est des petites choses à construire qui peuvent vraiment sembler pas grand-chose. Parfois on est là à essayer de faire des petites choses avec eux, des petits jeux. Jouer avec eux peut être vraiment super cool. Très souvent, je fais intervenir 2 collègues. Du coup, il y a Élodie Pain de Cro Bien Élevé et Chloé Chapon de La Voix de mon chien qui interviennent à Hunting Game sur certains suivis parce que ça peut être une bonne approche pour eux à ce moment-là parce qu'on sélectionne toujours le bon moment. On n'y va pas trop tôt. Trop tôt, ça peut être vraiment catastrophique pour certains. Et ça vient leur amener de l'optimisme, le travail de résilience, super cool. Ils sont super contents de faire ça. Jouer avec eux peut être super... c'est même indispensable, je trouve, de jouer avec son chien. On pourrait parler de ça pendant des heures d'ailleurs. Mais ça a été des leviers mais immenses avec Irus. Et ce sont aussi des leviers immenses dans la prise en charge globale de Truche qui est tout de même assez différente vu qu'on est plus sur une prise en charge de chiens malades, douloureux. Mais néanmoins, les bruits pouvant être gênants, c'est important que j'ai divers leviers à ce moment-là pour elle. Et une fois qu'on a ça, qu'on a réussi à offrir ces moments de décompression, à travailler sur cet optimisme, et de potentiellement voir ce qu'on fait. On a réussi à apaiser un petit peu tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut amener de la prévisibilité, parfois on l'amène un petit peu avant parce que c'était nécessaire, mais la prévisibilité c'est hyper méga important au quotidien pour un chien. Ils sont très routiniers, en tout cas pour la majorité des chiens. Je pense que les moments qui me touchent le plus, c'est ce que je recherche, c'est cette espèce de petit switch de le chien a saisi le bruit intérieur-extérieur et juste il décide de passer à autre chose. En général, je suis plutôt sur des chiens qui se rendorment, mais plus sur des chiens qui parfois ont une gestion active. C'est pas une mesure thérapeutique, mais eux, s'il y a un bruit qui leur plaît pas, ils vont décider de plutôt faire un petit jeu, un petit truc, et juste se dire, ok, il se passe un truc, bon, je vais plutôt aller faire ça, et c'est super cool. Et de passer à autre chose, finalement, cette capacité à se remettre, à avoir gagné en compétences de résilience, et puis qu'il n'y ait pas de répercussions par la suite, toujours finalement, oui, cette capacité à se remettre, que juste ça va bien, et puis le jour suivant, je prends des nouvelles, on m'envoie une super vidéo, une super photo, je me dis, oh, c'est trop cool, c'est trop bien. Très souvent, j'ai les larmes aux yeux, je tiens à le préciser. Et qu'on me dit, ah mais non, tout va bien, il est retourné en balade avec des copains alors qu'il y allait plus depuis des mois parce que ça avait trop d'agitation, trop de bruit, trop de stimuli, et que là-bas, il est en balade avec les copains, tout va bien, tout se passe bien, je suis genre, waouh, enfin, c'est énorme les progrès qu'on a fait, c'est énorme. Et ça, c'est les plus beaux moments qui, oui, clairement, me font pleurer à chaque fois. Je compatis, je pleure très souvent. J'ai souvent les larmes aux yeux avec mes clientes et clients qui m'envoient des trucs hyper touchants de leur chien qui progresse. Merci pour ça d'ailleurs.
Merci, c'est Oui. trop bien. Je n'imaginais pas à quel point c'est agréable, à quel point c'est doux et à quel point ça nous fait du bien de recevoir les bonnes nouvelles aussi. Oui, C'est hyper important, c'est ça trop donne bien. vraiment envie de continuer quand on en reçoit, c'est juste, ça fait tellement de bien et puis quand la majorité du temps, c'est finalement ça, de voir des chiens qui évoluent bien, des humains qui évoluent bien, que tout le monde est apaisé surtout. Ne serait-ce que parfois, sans avoir de super nouvelles comme celles que j'ai pu partager, mais juste de: «On a passé une nuit correcte». Mais je suis déjà super contente. Bien sûr qu'il y a encore un autre travail à amorcer derrière, mais juste ça, que tout le monde a réussi à s'apaiser, que tout le monde est plus le quotidien est plus doux, il est plus serein pour tout le monde. Je suis déjà super, super heureuse et émue. C'est génial, c'est vraiment trop bien, effectivement, c'est ces moments-là qu'il faut chérir. Et en parlant de ça, alors de mon côté, ce sera potentiellement mon mot de la fin parce que ça me tient à cœur de vous partager ça. J'ai sur mon bureau un bocal, un gros bocal dans lequel je mets mes victoires du jour, mes victoires de la semaine. Et je prends des petits papiers volants et je les plie et puis je les mets dedans. Et quand vous avez un chien qui a des sensibilités, qui a des problématiques quelles qu'elles soient, qui a des problèmes de santé, qui est réactif à quelque chose, n'hésitez pas aussi à vous faire un bocal transparent. Le bocal, il faut voir les papiers dedans. C'est important de voir à quel point le bocal se remplit, mais de mettre dedans vos victoires. Je pense que c'est hyper important de s'accrocher, de s'ancrer sur des choses douces, agréables et positives et sur les évolutions que l'on a. Même si demain il y a une régression, parce que ça peut arriver, même si on a passé, comme tu disais Aurélie, une nuit correcte. Oui, mais une nuit correcte après 2 semaines, 3 semaines, 3 mois de chien qui aboie 40 fois par nuit, c'est extraordinaire en fait. Donc n'hésitez pas à le faire, ça pourra que vous faire du bien et apporter un peu de tendresse et de douceur dans ce quotidien qui n'est pas toujours simple, donc n'hésitez pas à le faire. Par rapport à tout ce qu'on a abordé ensemble Aurélie et à tout le temps que tu m'as consacré, merci infiniment, merci pour tout, merci comme d'habitude pour ta nuance, pour ta mesure, pour tout ce que tu partages avec une pédagogie de dingue et une douceur incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais pu l'écouter encore à peu près 4h30, et je le sais, c'est pas une façon de parler, c'est pas par politesse que je dis ça, parce qu'on s'est déjà appelé pendant très longtemps, et que du coup, je sais que je l'ai déjà écouté pendant des heures et que j'aurais pu durer ça encore très très longtemps. Donc c'est pas par politesse, si tu le sais Aurélie, je te remercie infiniment pour ça. Tu fais partie de ces professionnels et je te l'ai dit en privé, mais je te le dis aussi publiquement, c'est important pour moi, qui me font du bien aussi parce que dans un milieu qui est parfois un peu tiraillé, où les gens se tirent un peu dans les pattes, soyons très honnêtes, et où c'est pas toujours très doux, moi ça me fait trop de bien de discuter avec toi parce que c'est toujours plein de tendresse, plein de paillettes et plein de licornes. Et moi j'aime bien les licornes, j'aime bien, ça me fait beaucoup de bien. Donc merci pour tout ça, merci pour Là, alors je sais pas ce que ça va donner post-montage parce qu'en fin de compte je vais juste recouper potentiellement des petites zones de blanc pour que quand vous allez écouter le format final, vous ayez un peu de confort aussi à ne pas avoir de blanc dans nos discussions. Mais là, actuellement, présentement, au moment où je vous enregistre ces mots, on a discuté pendant 2 heures. En sachant que, on s'est appelé 1h30 avant. Donc voilà, nous, on est capable de vous faire un podcast de 4 heures sur le sujet et sur d'autres sujets et de digresser sur tout et n'importe quoi, on est capable, d'accord? Mais vu que potentiellement vous avez fini votre trajet en voiture, que le ménage est fait depuis très longtemps, que peut-être il est temps d'aller se coucher ou qu'il est peut-être temps d'aller faire un pipi, eh ben, on va peut-être vous abandonner sur ça. Donc, je te laisse le mot de la fin, Aurélie. Si tu as envie de partager quelque chose, surtout n'hésite pas. Ça me fera très plaisir que tu aies le mot de la fin sur le premier épisode de podcast où j'ai une invitée, et quelle invitée, bon sang! Merci beaucoup d'être là. Merci à toi Céline, juste merci infiniment pour ta douceur, pour ta bienveillance, pour toutes nos discussions, pour absolument tout, mais vraiment pour absolument tout. C'est un énorme plaisir à chaque fois d'échanger avec toi. Je suis toujours hyper méga touchée d'être la première invitée, ça me semble surréaliste. Je l'ai pas précisé, mais bien que j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer professionnellement pour mettre toutes les chances de mon côté finalement, parce que mon but était de prendre le moins de risques possible, d'aggraver la situation des humains et des chiens. Céline était une des premières professionnelles que j'ai suivies. Donc ça me touche énormément, vraiment. J'insiste sur ça et ce dernier mot, ce serait voilà, vous n'êtes pas responsable de la sensibilité au bruit de votre chien. Vous avez fait ce que vous avez pu. C'est peut-être juste une sensibilité individuelle. Personnellement, je suis très sensible, globalement au bruit, aux odeurs, à plein de choses. Mes parents ne le sont pas forcément. Donc, c'est pas de leur faute ni dans leurs apprentissages, c'est peut-être juste moi qui est comme ça et c'est OK. Donc, très souvent, c'est ce que j'en suis, c'est ces personnes qui ont voulu tout bien faire de A à Z et qui, malgré tout, sont dans une situation problématique avec un chien qui déclenche beaucoup, alors que ses frères et sœurs, non, mon Dieu, mais c'est difficile. C'est difficile de l'accepter. Vous en êtes pas responsable, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur à transmettre. Et surtout, ce n'est pas une situation qui est figée. Je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir, et je trouve qu'elle va parfaitement avec la conclusion de chacun de mes posts, de chacun de mes articles et de chacun de mes épisodes, et donc ce sera le mot de la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens. Des bisous sur vos truffes!